Bien, mesdames, messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être venus aussi nombreux, nombreuses, si tôt dans ce bel endroit, l'hôtel Shangri-La, pour évoquer donc la transition énergétique. Deuxième épisode d'une série initiée, préparée, impulsée par la Post Solutions Business avec BFM Business, avec l'Express, deuxième épisode d'une longue série. Oui, la transition énergétique, on va en parler donc dans un instant avec nos invités. Je vais vous présenter les plus grands acteurs du secteur. Souvenez-vous, c'était au mois de décembre, il y a 4 mois, lors du One Planet Summit, ce constat dramatique, constat sans appel, fait par le président de la République. On est en train de perdre la bataille. Voilà ce que disait donc Emmanuel Macron. Et pourtant, un an plus tôt, au Bourget, à l'unanimité, eh bien, les pays avaient décidé de limiter le réchauffement de la planète en dessous des 2 degrés par rapport au début de l'ère industrielle. Il faut simplement signaler que depuis le 19e siècle, la température a globalement augmenté de 1 degré. Alors, il y va de la survie de la planète, et ce qu'expliquait encore le président de la République et Emmanuel Macron, nous sommes très loin de l'objectif de l'accord de Paris, et sans une mobilisation encore plus forte, un choc dans nos propres modes de production et de développement, nous n'y parviendrons pas. Et c'est vrai qu'un arsenal assez contraignant avait été décidé à Paris, visant notamment les entreprises qui ont peut-être la clé justement de cette transition énergétique. Et on va le voir que malgré les contraintes, parfois assez fortes, qu'on va vous expliquer dans un instant, eh bien, ça peut vite se transformer quelque part en opportunité en termes de croissance, en termes d'innovation, en termes d'emploi. C'est ce qu'on va expliquer, c'est justement le thème de cette conférence, réussir sa transition énergétique ou comment transformer des contraintes en opportunités. Alors, vous allez entendre nos témoins du jour dans un instant qui vont vous raconter justement ce qu'ils font pour la planète, ce qu'ils ont décidé de faire, comment est-ce qu'ils ont décidé de convaincre leurs collaborateurs, ce qu'ils ont décidé de faire à destination de leurs clients également. Ça va être passionnant, je vais vous les présenter tout de suite. On va retrouver donc Chloé Cibulka. Chloé Cibulka, qui est la responsable environnement de tout le groupe LVMH. Je vous rappellerai vaguement tout à l'heure ce qu'est le groupe LVMH. Une galaxie de marques, ça touche tout. On est avec Mathieu Richet, le directeur RSE du groupe Casino. Groupe Casino, 10 000 points de vente en France. Avec nous, Sophie Noël Nemo, la directrice de la transition énergétique dans le groupe La Poste. Et Guillaume Poitrinal, le PDG de Woodéum, qui construit des appartements, des immeubles, des tours en bois. Oui, le bois, c'est très sensuel. Il nous le dira tout à l'heure, justement. Donc, de grands acteurs. Vous aurez la parole également tout à l'heure. C'est le principe de toutes ces conférences qu'on organise. Alors, quelques infos pratiques, simplement. Cette conférence, elle est à suivre sur tous les sites des partenaires de cette conférence. Le site de La Poste, bien sûr. Le site de l'Express l'entreprise. Le site de BFM Business. Et puis, vous avez la possibilité également de tweeter avec un hashtag tout simplement La Poste Live. Et on va essayer de rééditer le record donc, du mois de janvier où tout s'était emballé d'un seul coup, tout était monté très rapidement. Donc, hashtag La Poste Live. Alors, on va y consacrer également un numéro spécial des décodeurs de l'écho ce soir sur BFM Business que j'aurai le plaisir de présenter de 19h à 20h. Avant de retrouver donc ceux et celles qui agissent pour la planète, je voudrais qu'on donne la parole, comme à chaque fois, et c'est le principe pour démarrer cette conférence de la Post Solutions Business, la parole à une star de BFM Business, c'est Emmanuel Le Chypre, éditorialiste économique. Monsieur Emmanuel Le Chypre. Mon cher Emmanuel. Emmanuel, merci Fabrice, c'est trop. On se pose cette question ce matin, comment réussir sa transition énergétique ou comment transformer des contraintes en opportunités. Ce qu'il faut juste rappeler, justement, quelles sont les contraintes qui sont assignées aux entreprises par les différentes réglementations de ces derniers mois. On vous écoute, Emmanuel. Oui, je crois que effectivement, ça peut paraître complexe de s'y retrouver. Alors, d'abord, il faut quand même souligner le plaisir et même la fierté d'être dans un pays qui est à l'avant-garde de tendances qui sont destinées à favoriser, encourager le bien-être mondial. La France a toujours été à l'avant-garde de ces tendances, c'est sa vocation. Et donc, il faut être heureux que la France ait choisi, se soit fixé des ambitions
forte en matière de transition énergétique. Je vous rappelle que toutes les contraintes qu'on va évoquer et qui sont imposées aux entreprises et qui ne sont pas d'ailleurs que des contraintes, que toutes ces lois nouvelles sur la transition énergétique, ce sont des lois qui résultent d'objectifs ambitieux que je vous rappelle pour mémoire. Un, évidemment, la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui doivent être divisées par 4 d'ici à 2050. La réduction de notre consommation d'énergie qui devra être divisée par 2, elle, d'ici 2050. Réduire, évidemment, la consommation d'hydrocarbures, augmenter la part des énergies renouvelables, moins de nucléaire, améliorer aussi la performance énergétique des bâtiments, puisque je vous rappelle que l'énergie la moins chère, c'est toujours celle qu'on ne consomme pas et qu'on pourrait aujourd'hui vivre à peu près avec les mêmes standards de vie en consommant déjà 20% d'énergie en moins, et puis lutter contre la précarité énergétique, réduire notre production de déchets. Alors toutes ces lois, eh bien évidemment, comme souvent, elles produisent des effets contradictoires. D'abord, elles imposent effectivement des contraintes aux entreprises. Il y en a 5 majeures qui sont le fameux audit énergétique que vous devez faire tous les 4 ans quand vous êtes une entreprise de plus de 250 salariés. Vous avez toutes les contraintes imposées quand vous devez, par exemple, construire ou rénover des parkings pour vos bureaux. Vous êtes obligé à ce moment-là de mettre en place des bornes de recharge électrique, des places de vélo, etc. Vous avez des contraintes aussi sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on ne paye pas réellement ces émissions de gaz à effet de serre, puisque tout ça est inclus finalement dans la taxe gaz, pétrole, mais que quand le carbone aura un prix, et un prix qui sera beaucoup plus élevé qu'aujourd'hui, et on part de 100 € la tonne d'ici 2030, eh bien, ce sera des sommes qui seront évidemment substantielles. Il y a des contraintes en matière d'organisation du déplacement des salariés, notamment pour les entreprises de plus de 100 salariés, où là, effectivement, les entreprises sont contraintes de mettre en place des plans de mobilité pour les collaborateurs. Il y a aussi la contrainte de gérer de façon beaucoup plus rigoureuse sa consommation d'électricité. Et ça, c'est des contraintes qui vont effectivement peser aujourd'hui sur les entreprises. Après, dans cette loi, il y a ce qu'on pourrait appeler non pas des contraintes, non pas des opportunités, mais tout simplement la volonté de faire changer des habitudes. Ça, c'est ce qui est prévu en matière de réduction des déchets, puisque la loi envisage une baisse de moitié des déchets mis en décharge d'ici à 2050. Il y a des mesures en faveur du soutien des salariés qu'on pourrait qualifier, entre guillemets, d'éco-responsables. Et puis, il y a aussi toutes les nouvelles habitudes à prendre en matière de limitation du gaspillage. Mais il y a aussi des opportunités qui viennent notamment des nouvelles formes de financement. Si vous utilisez davantage d'énergie renouvelable, si vous appuyez une démarche d'économie circulaire, eh bien, vous pouvez avoir accès à des fonds de financement pour la transition énergétique. Vous bénéficierez aussi d'un soutien accru à l'innovation sur tout ce qui est, là encore, si vous faites de la chimie verte, de l'économie circulaire. Si vous entreprenez ce type de démarche, vous avez dans la loi des dispositifs qui permettent effectivement d'être récompensés, de récompenser les propositions, les démarches innovantes. Et donc, si on s'en tient à cette loi, voilà, il ne faut pas voir que les aspects contraintes. Il y a des aspects opportunités. Moi, ce que je voudrais souligner aussi, c'est dans la dynamique que ça va créer et tout ce que ça peut apporter à l'entreprise. Et si vous regardez un petit peu toutes les tendances qui se dessinent, eh bien, incontestablement, il n'y a pas à se poser de questions. Cette transition énergétique, après, au-delà des contraintes organisationnelles, des nouveaux réflexes à acquérir, c'est une opportunité indiscutable, incontestable pour faire davantage de business. Vous avez, je cite là une étude du réseau Entreprises et Développement Durable, les investissements en matière de développement durable sont rentables dans 2 cas sur 3. Vous avez d'abord une baisse des coûts de revient incontestable. Vous êtes contraint de consommer moins d'électricité, ça tombe bien parce que ça vous coûte cher. Grosso modo, l'énergie, c'est 10 à 20% des coûts de revient des entreprises en fonction des secteurs.
vous ferez des économies directement si vous gérez mieux votre consommation d'énergie, si vos bâtiments sont plus efficaces en matière énergétique, si vos salariés ont des comportements plus vertueux. La transition énergétique, c'est aussi un argument de vente pour les entreprises, parce que vous voyez aujourd'hui dans des études, par exemple, que, là je vous cite une étude qui a été faite auprès des internautes et qui montre que 55% des consommateurs dans le monde sont prêts aujourd'hui à payer plus cher des produits ou des services soucieux de leur impact environnemental et social. Vous avez beaucoup de marques déjà qui surfent sur ces tendances-là. Donc oui, c'est bon pour les ventes. Ça permet aussi d'initier des nouveaux business models et j'y reviendrai. C'est un plus aussi, il faut le souligner, pour l'entreprise en tant qu'employeur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, et ça c'est un sondage BVA, vous avez plus de 80% des salariés qui estiment que la mise en place d'actions dans le sens de la transition énergétique, ça répond à leurs attentes, ça répond à leurs aspirations, et que donc, quand vous êtes dans une entreprise qui manifeste une volonté en matière de transition énergétique, eh bien vous arrivez plus facilement à recruter. Et puis, effectivement, c'est aussi l'opportunité de développer des nouveaux business model, et ça c'est intéressant. Alors il y a plusieurs cas, je ne vais pas vous citer le cas de la Poste puisque je pense qu'on reviendra largement dessus tout à l'heure, mais vous avez aussi des entreprises comme Veolia, comme Engie qui ont réussi justement à tirer parti de cette transition énergétique. Veolia par exemple qui capitalise sur les eaux usées pour offrir à ses clients des nouvelles façons de valoriser ces eaux usées, production d'énergie, etc. Vous avez aussi Engie qui investit massivement dans les technologies de l'intelligence artificielle pour mieux gérer les parcs de production. Et puis il y a un point sur lequel on n'insiste pas souvent et qui pour moi en fait est peut-être le point le plus important, le levier le plus important pour le changement d'entreprise de cette transition énergétique. Parce que cette transition énergétique, c'est sans doute le levier le plus intéressant pour enclencher l'autre révolution que toutes les entreprises doivent enclencher, qui est la révolution digitale. Ce sont les deux grands défis aujourd'hui, le défi vert, le défi digital. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est que la révolution verte, elle est à la révolution digitale, ce que le blanc est au noir, ce que le yin est au yang, ce que les Jedi sont au Sith si vous êtes plutôt Star Wars, ce que les Stark sont au Lannister si vous êtes plutôt Game of Thrones, ce que Bobby est à JR si vous êtes resté au stade de Dallas. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez une révolution verte qui, aujourd'hui, est considérée comme valorisante et rassurante au moment où la révolution digitale, elle, est plutôt considérée comme anxiogène et angoissante. Vous avez la révolution verte qui, nous dit-on, est une opportunité pour la croissance, alors qu'on s'interroge sur les effets sur la croissance de la révolution digitale. Vous avez une révolution digitale dont on nous dit qu'elle va détruire irrémédiablement des emplois, alors que cette révolution verte, on nous promet qu'elle va créer des emplois. Vous avez cette révolution digitale dont on se demande si elle n'est pas en train de déshumaniser finalement la société, et vous avez cette révolution verte qui, au contraire, nous rapproche des autres et nous rapproche de la nature. Vous avez une révolution digitale dont on nous dit qu'elle va accroître les inégalités. On a cette révolution verte dont on nous dit qu'au contraire, elle va plutôt atténuer les inégalités. Et donc, plus vous allez enclencher cette transition énergétique, plus vous allez mettre le doigt dans un engrenage qui va faire bouger les lignes dans l'entreprise et qui vous amènera peut-être plus facilement à aller vers cette révolution digitale qui est de toute façon incontournable, et c'est par là que je conclurai, puisque vous allez de toute façon tous aller vers cette nouvelle économie digitale, économie verte, pour aboutir à ce qu'est cette nouvelle façon d'envisager l'économie, qui est cette économie qui est non plus une économie dans laquelle la valeur viendra de l'avoir plus, mais de l'être mieux, cette économie qui n'est plus une économie de la production, puis de la consommation de biens et services achetés par soit des entreprises, soit des clients. On entre dans une économie qui est une économie de la solution, dans laquelle finalement les consommateurs coproduisent avec les entreprises des solutions et non plus des biens et services
qu'ils n'achèteront plus et dont ils seront des usagers. Donc c'est bien cette économie de la solution qui est en train de se mettre en place, et transition écologique et transition digitale s'imposent toutes les deux, sachant que la première a des atouts qui, combinés à la deuxième, vont amener vers cette nouvelle économie plus performante, mais peut-être pas moins humaine finalement. Merci à tous. Merci beaucoup Emmanuel Le Chypre. Vous pourrez tout à l'heure poser des questions à Emmanuel Le Chypre dans le jeu de questions-réponses qu'on organisera d'ici 3/4 d'heure à peu près. Contraintes, opportunités, place désormais donc aux travaux pratiques avec quelles leçons à prendre, quels conseils à suivre justement sur ce que vous avez tous mis en place l'une et l'autre. Tiens Mathieu Richet, on va commencer avec vous. Casino, donc Casino, Monoprix, Franprix, Casino, bien sûr, Leader Price et puis d'autres enseignes comme Sherpa, Spar également. Voilà, le groupe Casino présent dans le monde entier. 10 000 points de vente en France. Alors c'est vrai que quand on rentre dans un magasin, que ce soit un Monoprix, un Franprix, etc., il y a de la lumière. Bah oui, il faut que ça soit joli pour bien présenter tous les produits, bien entendu. Il y a des frigos, bah oui, pour tous les produits frais, bien entendu. Bon, tout ça, ça consomme. Qu'est-ce que vous faites alors ? Alors, effectivement, on a un enjeu donc, sur la transition énergétique, comme beaucoup d'entreprises, qui est de réduire déjà notre consommation énergétique. Comme ça a été rappelé tout à l'heure, la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc il est préférable d'éviter d'en consommer. Je ne sais pas si chez vous, votre frigidaire, il a la porte ouverte. J'imagine que non. Chez vous, généralement, vous avez depuis des années des portes sur les frigidaires. Quand vous revenez quelques années en arrière, dans nos magasins, notamment dans les années 2010, vous pouvez constater que beaucoup de meubles froids où vous allez acheter vos produits, donc notamment les produits frais, les yaourts, le beurre, ne sont pas couverts de portes. Typiquement, quand on parle de transition énergétique, on va commencer par fermer les portes de meubles froids pour réduire la consommation énergétique. Ça paraît évident aujourd'hui, mais il y a 10 ans, quand on parlait de fermer ces portes, c'était vu parfois comme une contrainte, notamment une contrainte potentielle pour le business, puisque vous rajoutez un axe supplémentaire d'ouvrir la porte pour aller chercher le produit, et puis aussi une contrainte pour nos collaborateurs qui doivent, quand ils chargent les produits, ouvrir les portes le matin pour pouvoir mettre les produits dedans. Par cette simple action, on a réduit de 10 à 15% notre consommation énergétique au niveau du groupe. Aujourd'hui, 100% des magasins Franprix, par exemple, sont couverts de portes, mais c'est aussi le cas dans les supermarchés Casino ou chez Géant Casino. Donc on a pu transformer finalement ce qui aurait pu être perçu comme une contrainte en opportunité, et on est allé beaucoup plus loin en termes d'opportunités, puisqu'on a créé en 2007 une filiale qui s'appelle GreenYellow, dont le but a été justement d'accompagner le groupe dans la transition énergétique pour accélérer la réduction de la facture énergétique du groupe. Donc non seulement on va avoir mis des portes sur les meubles froids, mais on va avoir mis par exemple des régulateurs de température à distance. On va changer les ampoules de nos magasins par du LED, qui est basse consommation. En fait, on fait ce que vous feriez chez vous. C'est-à-dire que vous avez intérêt chez vous à investir pour réduire la consommation de votre facture électrique parce que le prix de l'électricité, vous l'avez constaté, a fortement augmenté. Sur les 5 dernières années, il a dû augmenter à peu près de 30% pour nos entreprises. Donc là encore, par l'ensemble de ces actions, on amène une réduction de la facture énergétique de 20 à 25%, ce qui est majeur. Alors, jouer comme ça sur les frigos, sur les fluides réfrigérants aussi, parce que ça bouffe aussi, bien entendu. Les LED, 10 000 points de vente, ça part du haut ou alors il y a une espèce de responsabilisation avec les directeurs de magasins? Comment est-ce que vous les incitez à faire toujours plus et mieux, Mathieu? Alors, l'enjeu de la transition énergétique, c'est d'agir autrement. Donc, voilà, ça fait partie pour moi du rôle de l'entreprise d'agir différemment aujourd'hui. Et donc, ça part effectivement à la fois d'une volonté de la direction générale de développer ces politiques, de les mettre en œuvre, mais aussi une acceptation du collaborateur. Parce que, encore une fois, toutes ces solutions, elles modifient souvent la façon dont on travaille sur le terrain. Donc, il faut effectivement impliquer les directeurs de magasins, impliquer les collaborateurs. Donc, c'est leur expliquer, donner du sens, mais c'est aussi les incentiver. Alors, par exemple, aujourd'hui, l'ensemble des managers du groupe sont incentivés dans les rémunérations variables sur la baisse de la consommation électrique du groupe dans le monde. Alors, oui, je disais, le groupe Casino, c'est énorme. Il y a des petites surfaces, comme en effet les Franprix dans les villes, les Monoprix un petit peu plus grands. Et puis alors, donc, les grands casinos, justement, on profite justement de cette grande surface justement pour faire différemment, pour chauffer différemment, pour éclairer différemment?
Alors, nous, on a une formidable opportunité qui est liée à la transition énergétique, c'est qu'on a des magasins, des supermarchés, des hypermarchés avec des toits qui sont inexploités. Et bien, typiquement, ce qu'on a décidé de faire en 2007, c'est de construire des centrales solaires sur ces toits. Donc, c'est une opportunité qui nous était offerte avec notre filiale GreenYellow. Aujourd'hui, si vous allez, par exemple, au magasin de Géant à Toulouse, le Géant de Fenouillet, vous avez une centrale solaire sur le magasin qui génère plus d'électricité que ce que le magasin consomme en lui-même. Aujourd'hui, on a développé à peu près 65 centrales solaires en France, mais aussi dans les pays où nous sommes présents. Alors, on a la chance d'être au Brésil et en Colombie avec une forte exposition solaire, donc, qui nous permet de développer des très grandes centrales solaires. Et à peu près 8% de l'électricité qui est consommée aujourd'hui par le groupe en France, enfin l'équivalent, est généré par des centrales solaires que nous avons nous-mêmes installées en créant cette structure GreenYellow. Alors, avant de découvrir donc, les marchandises dans les rayons, il faut les acheminer, bien sûr, hein, dans ces 10 000 points de vente. Juste, je suis tombé sur une étude de Sogaris, la logistique urbaine, qui gagne du terrain dans le Grand Paris. En Île-de-France, le transport de marchandises en milieu urbain, 15% des déplacements des véhicules, 25% de l'occupation de la voirie. Et c'est vrai qu'il y a des enjeux contradictoires. Il y a la lutte contre la pollution, contre les bouchons, et puis en même temps, la nécessité d'acheminer vite, bien et de plus en plus rapidement. Le client, il est demandeur que ça soit acheminé de plus en plus rapidement. Comment on limite justement les va-et-vient et comment on facilite justement ces marchandises? Qu'est-ce que vous faites? Alors effectivement, 85% à peu près des livraisons de marchandises qui arrivent sur Paris sont faites à partir de camions. Donc nous, on s'est interrogé sur la manière d'essayer de réduire ce flux finalement incessant, qui est valable pour tous les acteurs de la distribution, de camions qui partent de l'entrepôt, qui est généralement en dehors de Paris par exemple, et qui rentrent dans Paris. Et pour ça, on s'est dit qu'il y avait un outil formidable, qui était la Seine, qui traverse Paris et qui nous permet de livrer aujourd'hui 50% des magasins Franprix par des barges qui partent en fait d'un port de Bonneuil-sur-Marne, qui vont faire 21 km, et puis tous les matins qui vont déposer les containers au centre de Paris, que nous allons pouvoir ensuite utiliser pour livrer nos magasins. Depuis le port de la Bourdonnais ensuite, et ensuite il y a toute une flotte de véhicules propres, j'imagine, qui va acheminer donc tous les magasins. Exactement. Donc déjà en utilisant la barge, on a évité de mettre sur les routes à peu près 3000 camions, ce qui est significatif. Hein. C'est 450 000 km qui ont été ainsi évités. C'est parlant ça, ouais. Et puis effectivement sur le dernier, on va dire kilomètre, enfin il en reste après encore quelques centaines de mètres pour amener le produit jusque chez vous, mais déjà pour amener des quais de la Seine jusque dans nos magasins, nous utilisons des camions qui fonctionnent au GNV. Alors le GNV, c'est le gaz naturel de véhicule ou liquéfié. Il a un avantage, c'est qu'il est moins émetteur de CO2 et surtout, il est moins émetteur de particules fines. Et vous savez que c'est un des grands enjeux pour nos villes aujourd'hui de réduire l'exposition liée aux particules fines. Demain, on utilisera du bio-GNV qui, lui, permettra de réduire l'impact CO2 de nos transports de 90 à 95% et donc d'avoir une livraison totalement vertueuse, totalement verte. Bon, c'est Franprix pour l'instant. J'imagine que vous allez réfléchir pour les autres enseignes de la marque, du groupe. Tous les systèmes de livraison aujourd'hui pour le groupe utilisent ces camions au GNV. 50% de nos livraisons en France seront faits en 2020 avec des camions fonctionnant au GNV. J'ai écouté Emmanuel Le Chypre tout à l'heure qui nous parlait justement parmi les contraintes qui sont assignées aux entreprises, le recyclage des déchets. C'est vrai, quand on va dans les magasins, on suppose, voilà, quand on voit tous ces cartons, justement, puis au-delà même des cartons, ces produits frais qui, à un moment, la DLC, la limite de consommation, qui arrive, hein, qui se périment, justement. Bon, qu'est-ce qu'on fait en matière de recyclage de déchets chez Casino? Alors, effectivement, quand vous rentrez chez vous, la première chose que vous faites souvent, c'est vous allez déballer vos produits, mettre ça dans la poubelle à recycler, carton, et puis ça va repartir ensuite dans la poubelle en bas de chez vous, et puis ça va repartir dans une longue cycle pour recycler ces cartons qui sont très émetteurs, enfin très utilisateurs d'énergie. Alors ce qu'il faut, c'est changer nos comportements. Là aussi, on a une opportunité pour nous, c'est le vrac qui se développe fortement aujourd'hui dans nos magasins. Donc le vrac, c'est une manière de réduire à la fois votre gaspillage alimentaire, puisque vous allez pouvoir aller en magasin choisir la juste quantité. Alors ça a commencé par exemple sur les amandes, les noisettes. Vous prenez exactement la quantité dont vous avez besoin. Et ensuite, c'est beaucoup moins utilisateur d'emballage, et donc vous allez beaucoup moins jeter. Aujourd'hui, vous trouvez du vrac sur les céréales, mais vous trouvez aussi du vrac sur la lessive, oui, sur le vin aussi. Voilà, chez Franprix, vous avez l'équivalent d'une tireuse à vin. Vous revenez avec votre bouteille de vin et vous pouvez la recharger. Ça, c'est une manière de lutter contre le gaspillage, à la fois alimentaire, mais aussi des déchets.
d'emballage. Et en même temps, c'est une opportunité, puisque nous, ce sont des nouveaux relais de croissance, des nouveaux modes de consommation. Et il faut évidemment que nos clients aussi accompagnent ce geste et donc comprennent l'intérêt, mais ils l'ont bien compris aujourd'hui, du vrac. Oui, à propos de déchets aussi, je disais, donc tout ce qui est périmé, on jette bêtement ou on recycle. Concrètement, moi, ça m'inquiète toujours de voir ça. Sur le gaspillage alimentaire, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, notre métier, c'est de vendre des produits. Donc, on n'a aucun intérêt à jeter des produits. Donc, on travaille en amont à la réduction du gaspillage alimentaire. Alors, ça passe par effectivement une meilleure gestion des commandes. Ensuite, on fait du discount de produits. Quand la DLC, la fameuse date limite de consommation, arrive à 7 jours, on va mettre ces produits en discount. Et puis ensuite, si on n'arrive pas à les vendre, effectivement, on va d'abord essayer de les donner. Donc, c'est l'ensemble des partenariats que nous avons avec les banques alimentaires en France. Ça représente à peu près 30 millions équivalents en repas qui sont donnés aux banques alimentaires chaque année au lieu de jeter ces produits. Et puis, ce qu'on n'arrive pas à donner, parce que parfois la date limite de consommation ou certains produits, on ne peut pas les donner, on va mettre en place des filières de tri organique qui vont permettre de recycler les déchets alimentaires pour demain, justement, faire du méthane qui pourront être réutilisés dans les camions qui permettent de livrer nos magasins. Les sacs plastiques, les emballages à la caisse, on y arrive un jour à faire quelque chose de propre, on va se débarrasser un petit peu de tout ça. Alors, oui, en France, les sacs plastiques à usage unique que maintenant sont interdits dans nos magasins. Normalement, oui. Alors, dans nos magasins, en tout cas, vous n'en trouvez plus. Alors, si vous revenez à quelques années en arrière, c'était plusieurs centaines de millions de sacs qui étaient distribués. Aujourd'hui, plus aucun sac plastique à usage unique n'est distribué dans nos magasins. Donc, on y arrive. Vous avez cité donc bien le fait de sensibiliser les clients, justement, d'aller acheter du vin en vrac, de la lessive en vrac. Il y a aussi les containers à piles aussi qu'on peut trouver, je suppose, chez vous. Comment est-ce qu'on incite les clients quand même à faire plus et mieux? Parce que tout ça, on l'a dit, on l'a vu tout à l'heure avec Emmanuel Chips, tout ça, c'est un travail commun. Il y a les boîtes, il y a les collaborateurs, on en reparlera d'ailleurs, il y a les clients. Il y a un effort de pédagogie à faire. Vous sentez, les reins solides pour faire de la pédagogie, pour évangéliser un petit peu les clients? Alors, effectivement, c'est pour moi un enjeu de société. Donc, il faut que l'écosystème global agisse, et c'est largement le cas. On a beaucoup d'associations, d'ONG aujourd'hui qui prennent la parole sur ces thématiques. Il y a nous-mêmes qui pouvons agir. Par exemple, nous, on croit beaucoup à l'affichage environnemental. On s'est engagé dès sa création en 2010 sur l'affichage environnemental. C'est un affichage qui permet de connaître l'impact environnemental du produit que vous consommez. Donc aujourd'hui, vous pouvez trouver cet affichage sur un certain nombre de nos produits qui vous permet de faire le lien entre votre acte d'achat et votre acte de consommation. Oui, alors, ok, c'est très utile. Mais moi, client, je fais mes courses. Parfois, je suis un peu pressé. Est-ce que franchement, vous pensez que les gens vont regarder en disant « Tiens, je vais acheter ça parce qu'il a l'indice l'indice vert et puis celui-là, je ne vais pas le prendre parce que c'est un indice rouge ?» Non? Alors, le sujet pour nous, ça a été déjà de faire comprendre que quand vous consommez, via votre assiette, vous pouvez réduire votre impact environnemental. Aujourd'hui, c'est à peu près évident pour tout le monde, mais je vous promets qu'il y a 6-7 ans, les gens on n'avait pas forcément compris que par mes choix alimentaires, je pouvais vraiment modifier mon impact. On l'avait compris pour la voiture. Tout le monde a compris que selon le type de voiture que j'achète, je peux émettre plus ou moins de CO2. Ce n'était pas le cas pour ce que vous mangez. Aujourd'hui, l'alimentation, le système alimentaire, du champ à l'assiette, ça représente à peu près 20% des émissions de gaz à effet de serre mondiales. Donc effectivement, par les choix d'alimentation que vous allez pouvoir faire, en mangeant plus de protéines végétales par exemple, vous allez pouvoir réduire votre impact climatique en achetant des produits labellisés. Et donc là aussi, il y a effectivement un travail pédagogique que l'on fait avec nos clients sur quel label utiliser, le label FSC, l'écolabel. Vous pouvez faire des choix plus vertueux. Donc effectivement, il faut informer le consommateur. On le fait dans nos magasins. On a fait des très belles campagnes, par exemple avec la fondation Good Planet qui s'appelait Choisir, c'est agir, où on informait nos clients sur les solutions disponibles en magasin pour réduire son impact environnemental. Mais il faut aussi, oui, effectivement, que les médias, ce que vous faites, parlent de ces sujets, de ces enjeux et fassent comprendre l'ensemble des solutions disponibles pour nos clients. Voilà, et qu'on en fasse, qu'on en parle au travers justement de cette expérience ici, notamment dans cette conférence de la Poste Solutions Business, et qu'on retweet toujours sur hashtag la Poste Live. On va vous retrouver dans un instant, donc Mathieu Richet. Monsieur Guillaume Poitrinal, prenez s'il vous plaît un micro. Guillaume Poitrinal quand même, bon, ancien patron d'Unibail-Rodamco, cette énorme foncière, et qui a choisi donc il y a 4 ans de quitter le CAC 40 pour créer Woodéum, une petite entreprise en devenir. Bah oui, si, je trouve toujours l'exemple est formidable. Woodéum qui construit donc des bureaux, des immeubles,
des tours, pas encore complètement beaucoup de tours. Hein. Vous me direz, c'est peut-être pas toujours facile de construire une tour en bois. Le bois, oui, alors c'est vrai que l'accord scellé à Paris, hein, dont on parlait tout à l'heure avec Emmanuel, implique d'investir dans l'efficacité énergétique des bâtiments. Le recours à une architecture éco-responsable qui devient incontournable. Un chiffre, et je donne la parole à Guillaume Poitrinal. 16% du CO2 émis sur la planète, c'est-à-dire donc vaguement donc un sixième, hein, vient de l'industrie de la construction. La moitié, c'est le béton. C'est ça qui vous a fait dire, Guillaume Poitrinal, je me lance dans ce business, je renverse la table? En fait, souvent on me pose la question de savoir pourquoi j'ai arrêté, parce que c'était assez confortable, hein, de s'occuper d'une grande foncière de commerce, voilà, qui fonctionnait plutôt pas mal, en faisant des bureaux. C'est un métier de rentier en plus, avec les taux d'intérêt qui baissent. Monsieur Le Chypre vous dira que la rente vaut plus cher chaque année, jusqu'au jour où ils remonteront, hein, quand même, Monsieur Le Chypre. Hein. Voilà, j'ai choisi, en fait, quand j'ai arrêté Unibail, c'était juste parce que j'y avais fait 18 ans et puis qu'ils avaient pu à me proposer d'autres jobs au-dessus. Je pouvais plus. Voilà, ça faisait 8 ans que je dirigeais cette entreprise. Et au début, je ne savais pas trop quoi faire. Mais je me suis dit, c'est peut-être plus simple quand même de continuer dans la promotion immobilière. C'est ce que j'avais fait jusqu'à présent, parce que c'est difficile de... Et puis j'avais toujours eu envie de créer ma propre entreprise. Il y a un truc qui m'avait agacé par-dessus tout, c'est la fausse écologie à laquelle on nous obligeait, en fait, en tant que grosse boîte, etc. Et dans tout ce que vous avez dit, dans tout ce que vous faites... il y a honnêtement beaucoup de pipeaux, il faut le dire. Il faut l'assumer. Il y a beaucoup de bureaucratie. Prenez un label environnemental pour de la promotion immobilière. D'abord, c'est épais comme ça. Et il y a beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec sauver la planète. Il y a beaucoup de choses qui ont été imposées par les lobbies, parce que ça faisait à la mode, parce que c'est très bien, etc. Et donc vos travaux, ici, on parle de la planète, mais il y a beaucoup de bureaucratie avant tout. Et je me suis dit, il y a quand même un bug énorme. C'est que dans tous ces labels environnementaux, qui s'appellent HQE, qui s'appellent RT 2012, qui s'appellent BREEAM, qui s'appellent LEEDS, on ne parle pas de CO2. Alors, quand même, un sujet, le réchauffement climatique. Un problème, le CO2. Et ici, d'ailleurs, on n'est pas dans une conférence CO2. On est dans une conférence transition énergétique. Donc on va vous parler ici de kilowattheure au mètre carré. Comme Saubray-Montbard. Parce que le kilowattheure au mètre carré, ça emmerde personne. Vous comprenez? Au contraire, ça arrange quasiment tout le monde. Même EDF est pour que vous baissiez vos kilowattheures au mètre carré. Comme ça, ils augmentent de 30% le prix du kilowattheure. Comme ça, ils ne sont pas embêtés, comme ils sont monopoleurs. Tout le monde veut baisser le kilowattheure au mètre carré. Tout le monde veut chasser le gaspillage. Mais ce n'est pas le problème. Le problème, c'est le CO2 au mètre carré. Et je me suis dit, voilà, si on crée quelque chose, si je recrée une boîte, ça sera autour du bas carbone. Ça sera un promoteur bas carbone, c'est-à-dire un promoteur qui va se poser la question de chaque matériau qu'il met en œuvre, de chaque méthode qu'il met en œuvre, dans les phases construction, dans les phases exploitation, en fin de vie, qui va se poser la question du CO2 au mètre carré. Parce que, très justement, probablement entre 15 et 20% de nos émissions, c'est la construction, c'est la promotion immobilière, et qu'il est temps de passer à autre chose. Donc voilà, c'est ça l'origine de Woodeum. Woodeum, c'est avant tout la table qu'on renverse, et c'est honnêtement mal poli. Donc au début, on m'a dit, Guillaume, tu es fou, c'est pas du tout comme ça qu'il faut penser. Nous, on pense transition énergétique, on pense kilowattheure au mètre carré, on pense bâtiment à énergie positive, et le CO2, ça ne nous regarde pas. Et j'ai dit, mais attends, si pour faire un bâtiment à énergie positive, tu as collé ça de béton, béton c'est très émetteur de CO2 pour ceux qui ne savent pas, parce que pour fabriquer du ciment, il faut transformer de la chaux et la réaction chimique est elle-même émettrice de CO2. Je ne vous parle pas d'aller chercher du sable au loin ou de rajouter des aciers. Le béton c'est très émetteur de CO2. Bon,
si vous mettez ça de béton et après ça d'isolant, que cet isolant il est fait avec des productions monumentales de CO2, que vous êtes chauffé avec des cellules photovoltaïques fabriquées avec du charbon chinois, excusez-moi, vous avez beau dire que vous êtes à énergie positive, c'est du pipeau. Et alors comment on construit en alors bois, justement? D'abord, on se pose la question du matériau. Dans les matériaux, il y a différents matériaux. Il y a des matériaux qui sont émetteurs de carbone et il y a des matériaux dont l'empreinte est inversée. Le bois, en fait l'arbre pour faire simple, c'est le plus grand décarbonateur qui existe. Il est naturel. À chaque fois que vous voyez un arbre pousser, eh bien, vous avez un piège à carbone. Là, je vais vous faire un petit cours de 4e au collège. Ça s'appelle la photosynthèse. C'est-à-dire qu'un arbre, il passe son temps à manger du CO2, à conserver le carbone et à rejeter de l'oxygène. Donc un arbre, ça dépollue l'atmosphère. La forêt française absorbe à peu près un quart, entre un quart et un cinquième de nos émissions. C'est considérable quand on dit qu'on veut baisser nos émissions de 5%. C'est ce qu'absorbe la forêt française. Mais un arbre, ça ne pousse pas jusqu'au ciel, contrairement d'ailleurs à un livre récent un arbre ne pousse pas jusqu'au ciel. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, un arbre qui donc est devenu un stock de carbone, puisque avec les feuilles, il a mangé. Les feuilles, c'est la pompe, et le tronc, c'est le stock. Cet arbre, au bout d'un certain temps, il va tomber. S'il tombe, en fait, eh bien, il y a la putréfaction qui se met en route. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour être très rapide, pour M. Lundy, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut prendre le stock de carbone, et il faut le protéger, et replanter un jeune arbre qui va réalimenter la pompe à carbone. Quel est le plus simple? Vous pouvez toujours dire, je vais prendre les arbres, je vais creuser des grands trous. D'abord, creuser des trous, ça va être émetteur, et puis je vais refaire du charbon. Ça va compenser tout le charbon chinois ou allemand qu'on brûle, etc. Donc, vous pouvez faire ça. Mais le plus simple, c'est de construire avec. Et là, on rencontre une technologie inventée par les Français en 1947, oubliée ensuite, utilisé par Jean Prouvé en 50, oublié ensuite, qui s'appelle le bois lamellé collé contre-croisé. Je ne vous embêterai pas avec ça, mais ça permet de faire des murs porteurs. C'est-à-dire en fait une structure de construction, un mode constructif qui est aussi costaud que le béton armé. Et donc au lieu de faire des maisonnettes, comme a dit Monsieur Le Chypre tout à l'heure, est-ce que ça marche bien tes maisons en bois? Eh bien au lieu de faire des maisons en bois, on fait des immeubles, Monsieur Le Chypre. On fait des immeubles jusqu'à 17 étages à Bordeaux, avec Eiffage et Jean-Paul Viguier. On fait des hôtels. On va faire un grand hôtel, Porte de Gentilly. Il va bientôt être en construction. Premier hôtel bas carbone du groupe Accor. On fait un projet de 120 000 m² dans le Grand La Défense, 120 000 m² de bureaux. Donc c'est l'équivalent de 2 tours en partenariat avec BNP, qui s'appelle Arboretum. Voilà, tout en bois. Et ce matériau permet de faire des choses extraordinaires. Alors, il a d'autres avantages. On va 2 fois plus vite en construction, 8 fois moins de camions. Je pense aux camions de Franprix, 8 fois moins de rotation de camions. Hein. Voilà. Donc on est dans le même combat. Et puis après, on apporte un autre bien-être que de vivre dans un monde minéral. On vit dans un monde, là pour l'instant, complètement naturel. Alors je reçois des lettres. Ça ressemble à quoi ça ressemble à quoi de vivre dans un immeuble, un bureau en bois, une maison en bois, Guillaume Poitrinal? Alors, je ne me rends pas compte. C'est très différent du parement, parce que vous savez, même si vous allez dans les chalets à la montagne, on vous dit le chalet est en bois. Mais en fait, le chalet est en béton avec du parement bois extérieur et intérieur. Là, moi, je construis en bois massif. Donc tout d'un coup, vous êtes dans un autre univers. D'abord, le son se diffuse très très différemment, parce que vous avez du bois massif. Puis après, vous tapez dessus, vous dites c'est vraiment costaud, quoi. Et alors. Après, maintenant, je reçois des lettres. D'abord, je reçois des lettres de félicitations pendant les chantiers, ce que je n'ai jamais reçu de ma vie, hein, parce que d'habitude, les voisins sont hystériques dans le truc. Là, je reçois des lettres de félicitations. Les gens me disent, c'est formidable, on est parti en vacances, on est revenu, c'était construit. Enfin bon, il n'y a pas eu de bruit, parce qu'évidemment, quand vous percez un trou dans le bois, ça ne fait pas de bruit. Alors que le béton, on continue à en faire beaucoup trop. Du béton, on coule beaucoup trop de béton, puis après, on ouvre les cages d'escalier, etc. C'est pour ça que vous avez beaucoup de bruit et beaucoup de déchets sur un chantier béton. Là, tout est ajusté au millimètre, préparé en usine, livré, avec beaucoup de technologie, parce qu'il y a beaucoup de BIM maintenant, il y a toute la maquette numérique qui permet de faire ça. Mais après, c'est très agréable. Donc, on reçoit des lettres de félicitations sur le chantier, et on reçoit des lettres de félicitations des gens qui nous disent « voilà, je me sens beaucoup mieux, je me suis réconcilié avec ma femme, j'ai retrouvé le sommeil, etc. » Non, c'est formidable. Bientôt, on va guérir le cancer, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est formidable. Et dans les bureaux, je vais vous dire, dans les bureaux, voilà. Vous pouvez venir dans le siège, voir le siège de Woodéum qu'on a fabriqué sur le pont de Sèvres avec une grande surélévation. Ce matériau est aussi le matériau de la ville. Parce que le matériau de la surélévation, il est 5 fois plus léger que le béton. Donc on surélève, on passe là, on a un très très beau projet qui va arriver
Porte-Branchion qu'on a gagné, vous le verrez aussi sur le Périph', qui est un grand immeuble vendu à Gessina. Ce matériau, c'est le matériau de l'apaisement. Voilà, et travailler dans un bureau, justement, pour tous ceux qui sont ici, qui se disent, tiens, un jour, je vais reconstruire mon bureau. Moi, comment est-ce qu'on travaille dans un bureau en bois? J'insiste beaucoup pour que ce bois ne soit pas visible de l'extérieur. Le bois à l'extérieur, soumis aux variations d'intempéries, est un bois qui vieillit. On aime ou on n'aime pas ça, mais en tout cas, il n'a pas une durée de vie infinie. Le bois intérieur, le bois protégé, le bois de cet immeuble-ci, ou le bois d'un immeuble haussmannien. Vous savez qu'un immeuble haussmannien, c'est plus de 60% d'éléments constructifs en bois, d'époque, 1880. Donc, vous vivez, vous, déjà dans du bois. Alors, ce n'est pas du bois très, très élaboré, il y a des problèmes phoniques qu'on a aujourd'hui réglés, il y a des sujets sur ce bois. Mais ce bois, il n'a pas de durée de vie finie. Donc sur l'extérieur, on ne va pas mettre de bois, mais à l'intérieur, on voit en fait ces grands voiles de bois pour ce qui est des bureaux, où on laisse des voiles de bois pour les appartements ou les hôtels, et c'est très sympathique et très agréable à vivre. Et en plus, ça économise le fameux BA13 et tous les faux plafonds qui sont très compliqués, qui sont des nids à poussière en plus. Voilà, vous voyez directement, et on a réussi à mettre la clim et les cassettes de clim et toute la technologie à l'intérieur en indentation avec nos ingénieurs aujourd'hui, et selon des procédés qui sont des procédés maison. Il paraît que c'est sensuel, le bois. Oui, tout à fait, monsieur Lundy, c'est sensuel. Bon, très bien. Chaque fois que je croise Guillaume Poitret, il me dit, le bois, tu sais, c'est sensuel. Bon, très bien, je vais m'y convertir un jour. Peut-être qu'on va se convertir un jour, les magasins Casino, Monoprix en bois, on verra bien. Ça sera peut-être un bon argument commercial, on verra ça. Sophie Noël Nemo, la directrice de la transition énergétique du groupe La Poste. La Poste, on connaît par cœur, évidemment. 80 000 facteurs, 17 000 points de vente. Qu'est-ce que vous faites, vous, concrètement, pour la planète? Alors, concrètement, la transition énergétique à La Poste, je veux dire, c'est une longue histoire. Alors, 3 grandes raisons à notre engagement précoce. La première, c'est qu'on distribue le courrier, les colis, 6 jours sur 7, partout en France. On parcourt donc des milliers, voire des millions de kilomètres. On rentre dans tous les centres-villes. Donc, on s'est dit, on ne peut pas ne pas prendre en compte cette question des émissions de gaz à effet de serre, du réchauffement climatique, de la santé humaine. Donc, nous avons décidé pour les livraisons de nous équiper avec une flotte électrique. Nous avons aujourd'hui 37 000 véhicules électriques, que ce soit des vélos, des voitures, des 3 roues. Et ça nous permet de faire plus d'un quart des livraisons, notamment les livraisons de centre-ville, avec un moyen peu émetteur, peu polluant, peu émetteur de gaz à effet de serre. Le quart de la flotte donc des véhicules de La Poste, aujourd'hui, c'est du véhicule propre, c'est ça? C'est du véhicule, en disant moins polluant, c'est du véhicule propre. 37 000 véhicules, nous sommes à date la première flotte électrique au monde. Première au monde. Première flotte électrique au monde, ce qui nous rend évidemment très fiers, même si on espère aussi un jour être rattrapé. Ça voudrait dire que la planète va respirer de mieux en mieux. Donc ça, c'était la première raison de notre engagement dans une transition énergétique qui s'appelait à l'époque développement durable, mais on est sur le même sujet. Ensuite, nous avons, nous aussi, beaucoup de bâtiments, des milliers de bâtiments qui reçoivent du public, les bureaux de poste ou dans lesquels les postiers travaillent. Donc la question de la consommation d'énergie était cruciale. Donc là, comme le groupe Casino, nous avons commencé à équiper nos bâtiments en centrales photovoltaïques pour produire des énergies renouvelables. Bien sûr, ça ne suffisait pas. Donc nous nous sommes dit, toute l'électricité, toute l'énergie qu'on va consommer dorénavant sera certifiée d'origine renouvelable. Et puis, 3e action, éduquer nos salariés pour qu'ils soient sobres en consommation, qu'ils se chauffent raisonnablement, qu'ils ne gaspillent pas avec l'éclairage. Donc, nous avons formé, éduqué les salariés et à date, on a fait 15% d'économie. Donc là, le retour sur investissement de l'engagement, il est immédiat pour l'entreprise. Et puis, 3e axe, c'est bien sûr le recyclage. Le recyclage, 250 000 postiers. Tous vos salariés, tous nos salariés génèrent des déchets de bureau. L'ADEME nous dit 130 kilos de déchets par an par salarié. Ça, c'est déjà beaucoup, mais ce qui est dramatique, c'est seulement 20% de ces 130 kilos seront recyclés. C'est quand même une catastrophe au moment où on parle d'économie circulaire. Et une des raisons de ce manque à recycler, c'est que les déchets ne sont pas triés. C'est-à-dire que si vous mélangez le papier avec le café, si le papier est souillé, il ne peut plus être recyclé. Donc nous avons à nouveau mis en place un programme d'éducation, de formation des postiers pour qu'ils trient le papier avec le papier, les plastiques avec les plastiques, les gobelets avec les gobelets, de façon à ce que cette collecte sélective permette
un recyclage effectif. Aujourd'hui, un site sur 2 à la Poste est équipé en Recigo, c'est le nom de notre solution, avec effectivement une pédagogie qui doit être forte pour que la transition énergétique soit l'affaire du quotidien de chacun de nos salariés. Et ça, c'était facile ou pas d'éduquer, d'expliquer aux 250 000 collaborateurs de la Poste? Pas facile quand même, non? Non, c'est jamais facile. Alors je dirais que nous, on a fait, je pense, comme le groupe Casino, c'est qu'on a expliqué pourquoi. Alors je dirais que malheureusement, l'actualité nous aide. Le réchauffement climatique n'est plus une question, en tout cas en France. Donc les individus, et donc aussi quand ils sont des salariés, essaient de savoir comment ils peuvent faire quelque chose. Donc le pourquoi il faut agir, je crois, est dorénavant acquis. Ensuite, il y a une question de comment. Il faut que ce soit simple. Donc, par exemple, sur le recyclage, il faut des contenants bien signalés, faciles d'accès pour vos salariés, pour qu'ils aient envie de faire le bon geste de tri. Et puis, démontrer dans le temps l'utilité de ce geste. Si je reste sur le recyclage, c'est démontrer, par exemple, avec des petits films ou avec des conférences, qu'une corbeille de papier bien triée, ça va donner lieu à une ramette de papier recyclé. Et je crois que c'est vrai pour le plastique, c'est vrai pour les gobelets. Cette incitation à faire un geste simple qui a une utilité dans le temps. Alors, partant de cette expérience plutôt réussie, Sophie Oui, Noël-Nemo. Oui, je crois que M. Le Chypre disait que c'est une façon pour un employeur de faire adhérer ses salariés. Je crois qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour une entreprise de rester à côté de ce défi planétaire. Et à la Poste, j'ai envie de dire presque naturellement, nous sommes des acteurs de la transition énergétique au quotidien. Alors, partant de cette expérience réussie, vous êtes dit, bon, nous, on est en contact avec des tas d'entreprises clientes, justement, qui viennent faire distribuer leur courrier. On est en contact aussi avec le public qui vient soit à la banque postale, soit acheter des timbres dans les bureaux de poste, etc. Vous vous êtes dit, notre expérience, on va en faire profiter d'autres personnes. Une sorte de, on parlait d'évangélisation quelque part, tout ça. C'est un peu ça aussi? Exactement. Vous avez fait quoi alors? Alors en 2015, quand la loi transition énergétique est sortie, nous avons fait un constat très simple. On s'est dit, mais finalement, nous, on a appris à gérer l'énergie, à moins polluer quand on roule, à recycler nos déchets. Pourquoi on ne ferait pas profiter les entreprises de ce qu'on a éprouvé pour nous-mêmes et que, comme M. Le Chypre le rappelait, les entreprises vont devoir se mettre progressivement en conformité avec cette loi transition énergétique. Donc nous allons leur faire profiter de solutions dont on sait qu'elles fonctionnent, qu'elles vont permettre à leurs salariés de polluer moins quand ils se déplacent pour venir travailler ou dans leurs déplacements professionnels, les aider à mieux trier. Le décret 5 flux qui est sorti en 2016 qui oblige toutes les entreprises à trier à la source le papier, le carton, les plastiques, les canettes, les fameuses canettes, le bois, les meubles. Donc tout ça, nous sommes dit, la sobriété énergétique, on l'a fait pour nous, ça marche, ça permet d'embarquer les salariés. Eh bien, nous avons fait des offres commerciales. Donc c'est Recigo pour le recyclage, c'est Bimobi pour la mobilité professionnelle douce, c'est Sobre pour la sobriété énergétique. C'est la banque postale pour des offres de taux bonifiés si jamais on rénove son bâtiment, par exemple, c'est ça aussi? C'est exactement ça. Alors, sur la banque postale, je ne sais pas si vous avez vu la semaine dernière, la banque postale a annoncé que 100% de sa collecte d'actifs se ferait dorénavant sur le prisme investissement socialement responsable. Nous sommes la 5e place du marché. Le fait de dire plus à 2020, l'épargne ou les fonds que nous collecterons ne serviront plus à financer des centrales à charbon ou des usines nucléaires. C'est un acte courageux, c'est un acte militant, c'est un acte fort. Et je veux dire, ça ressemble à la Poste. Notre idée, c'est que la Poste, qui est une entreprise publique, elle doit contribuer à faire bouger les lignes, en faisant progresser ses salariés et en accompagnant ses clients pour que leurs salariés aussi adoptent des bons gestes et contribuent à cette transition énergétique qui n'est plus une option et qui est chaque jour plus urgente. Groupe de service public, la Poste, mais quand même, vous parlez d'offres commerciales, vous faites quand même du business au travers de ces offres que vous proposez donc à vos clients, à vos entreprises clientes. Vous assumez complètement cette partie business. Oui, parce que nous avons la chance d'être une entreprise publique. Donc, qui dit entreprise dit besoin de se développer, besoin de payer ses salariés. Donc, on n'a aucun complexe à faire du business. Et en tant qu'entreprise publique, c'est faire ça en se mettant au service de l'engagement sociétal. Donc effectivement, nous, notre grande fierté, c'est d'avoir éprouvé pour nous des solutions qu'on est capable aujourd'hui de proposer à nos clients en sachant qu'ensemble, on fera bouger les lignes de la transition énergétique. Bon, on va continuer notre tour de table et puis après, donc j'ai encore beaucoup de questions. Vous aurez la parole aussi dans la salle, bien entendu.
Chloé Cibulka, donc responsable environnement LVMH. LVMH, allez, qui a encore battu des records de vente. Hein. On a encore eu des chiffres hallucinants encore cette semaine. Je vais rappeler quelques-unes des marques, nombreuses marques. Oui, la difficulté, c'est peut-être de dire qu'il n'appartient pas à LVMH. On a Moët & Chandon, on a Krug, on a Hennessy, on a Louis Vuitton, Berluti, Christian Dior, Parfum Givenchy, Make Up Forever, Tiger, les montres, Bulgari, Chaumet, Sephora. Oui, on ne sait pas toujours que Sephora évolue dans la galaxie LVMH. Bon Marché Rive Gauche, DFS, c'est les duty free aussi, Cheval Blanc, bien sûr. Variété de points de vente, donc Chloé Cibulka dans le groupe LVMH. Et là aussi, donc, une problématique à résoudre sur toutes les thématiques qu'on a déjà listées. Tiens, l'énergie, par exemple. Alors, je ne vais pas répondre directement à votre question, parce que souvent, on n'associe pas environnement et luxe. Et c'est peut-être faut repartir de ça. C'est-à-dire que nos clients n'associent pas le nom LVMH ou les marques LVMH avec l'environnement. Pourtant, moi, je crois que c'est l'ADN du luxe. C'est-à-dire de travailler des matériaux de qualité, donc qui étaient produits de manière qualitative, par un artisanat, c'est-à-dire quelqu'un qui va optimiser la matière, qui va beaucoup travailler sur le produit pour le rendre, un gros mot, qui va le rendre durable, avec l'idée que ça va passer de génération en génération. Donc je pense qu'il y a vraiment cette idée que le luxe et l'environnement vont bien ensemble, en fait, vont dans l'idée l'un avec l'autre. Et avant de parler d'énergie, moi, si je parle kilowattheure, alors kilowattheure, un architecte ou un créateur de produits, ça ne va pas du tout lui parler. Si je lui parle CO2, pas beaucoup plus. Et donc, nous, notre challenge est vraiment sur l'inspiration, c'est-à-dire donner l'inspiration aux gens qui créent les produits, aux gens qui créent nos boutiques, on va revenir aux boutiques, pour atteindre les demandes des clients, les attentes des clients, tout en restant dans les codes du luxe. Par exemple, nous, on travaille beaucoup avec les architectes de boutiques à réduire dès la conception de la boutique l'impact environnemental. Alors, ça passe par les LED, qui est le plus classique, mais ça passe aussi par les matériaux. Voilà, donc on est vraiment dans l'inspiration et de montrer... alors, vous parliez d'opportunité, hein, qui est vraiment le sujet. J'ai un exemple, par exemple, sur Guerlain, qui avait créé alors, ce qui n'est plus le cas maintenant, mais qui avait créé une recharge pour sa gamme Orchidée Impériale, qui est un des pots les plus luxueux et qui est donc lourd. Et ses clients étaient revenus en boutique en disant c'est dommage de ne pas conserver ce bel emballage. Et donc Guerlain avait créé une recharge avec un objectif aussi environnemental de diminution de l'impact, mais l'avait accompagné d'un service au client. C'est-à-dire que la cliente, quand elle venait en boutique rapporter son pot, acheter la recharge, une conseillère passait en back-office derrière, changeait la recharge, et pendant ce temps, une autre conseillère s'occupait de la cliente, lui proposait un flash make-up, un thé. Et donc, on ne parlait pas d'environnement, on parlait de service. On ne parlait pas de moins, on parlait de plus. On proposait une offre en plus au client. Voilà, on est plutôt dans cette idée d'inspiration et de trouver des solutions gagnant-gagnant, à la fois pour l'environnement et puis pour le business, pour notre business. Alors, vous avez créé, justement, parce qu'on parlait de l'énergie tout à l'heure, un fonds carbone pour accélérer cette transition. Fonds carbone directement rattaché au directeur financier du groupe LVMH. Comment est-ce qu'il fonctionne? Quels usages? Combien vous avez déjà collecté? Alors, l'idée du fonds carbone, c'était l'idée de donner une valeur au CO2. En fait, il y a eu deux déclenchements. Le premier déclenchement, c'est qu'on a pris un engagement de réduction des gaz à effet de serre de moins 25% d'ici 2020, donc qui est en ligne avec le fameux facteur 4 qui a été évoqué tout à l'heure. Et on s'est dit, il faut qu'on accompagne nos responsables environnementaux dans nos maisons pour faire passer les investissements environnementaux sur la pile des sujets. Parce qu'ils nous disaient, des fois, dans les révisions budgétaires, on passe en dessous. Donc, il fallait les accompagner. Et on s'est dit, il faut donner une valeur au carbone, ce qui va parler aux financiers aussi. Donc on a travaillé avec la direction financière pour donner une valeur au carbone qui était pendant 2 ans à 30 € la tonne, qui était à 15 €, qui est passé aujourd'hui à 30 €. L'idée, c'est que les maisons, on calcule ce qu'on appelle une contribution carbone liée à leurs émissions de gaz à effet de serre sur leur consommation d'énergie annuelle, et elles doivent investir au moins ce montant dans des projets d'efficacité énergétique ou énergie renouvelable.
Elle doit justifier de l'impact des projets en calculant les émissions de gaz à effet de serre évitées, etc. Au-delà de ce système un peu ingénierie sur le CO2 environnement, ça a beaucoup impliqué les directions financières qui se sont dit « mais oui, c'est un sujet, ça veut dire qu'il faut que je réserve une part de mon budget à ces opérations-là ». Et donc là, encore une fois, on est sur le gagnant-gagnant. C'est-à-dire, moi, j'investis pour réduire mes émissions de gaz à effet de serre et j'ai envie... Les financiers, de temps en temps, ont besoin de sens. Et quand on leur dit, là, vous faites passer des projets qui vont avoir un impact sur la planète, ça leur parle aussi. Voilà. Donc c'est aussi un outil. Même s'ils sont financiers. Même s'ils sont financiers. Et donc c'est un effet d'entraînement sur ce sujet-là. Donc on a vu le fonds énergétique. Quand on transporte des marchandises, alors on imagine le casino qui transporte des packs de lait, des bouteilles d'eau, des lessives, des tonnes et des tonnes de... Quand on travaille dans le luxe, justement, quand on achemine des sacs à main, du parfum, des montres de luxe, comment est-ce qu'on travaille également ? Alors, je vais vous répondre avec une activité que vous n'avez pas citée, qui est les vins et spiritueux. Ah bah oui, bien sûr, oui. Voilà, oui. Si, je les ai cités. J'ai cité non, Moët et Chandon, Krog, Elsie. Oui, bien sûr. Ouais. Non, mais du coup, c'est intéressant parce que c'est une activité qui a un sens du temps, un sens de conservation des produits. Et donc, sur ces activités-là, on va pouvoir beaucoup utiliser le bateau. 90% du transport de Moët, par exemple, de Moët et Chandon, sont transportés par bateau. Et effectivement, ces produits-là ont les 3 semaines qu'il faut pour faire le voyage. Ça les aide un peu à vieillir pendant 3 semaines en plus ? Non, fait pas, non. Je rigole. On ne fait pas vieillir sur le bateau, parce qu'il y a une vraie expertise là-dessus. Mais non, mais voilà. Donc sur les vins spiritueux, il y a l'état d'esprit y est. Après, effectivement, sur des activités comme la mode et maroquinerie, où là, on est sur des collections, et de plus en plus de collections par an. On a besoin que les produits arrivent très rapidement après les défilés, en boutique. On n'est pas sur la même logique. Et là, l'idée, c'est plutôt de choisir des transporteurs performants. On a l'exemple de Louis Vuitton, qui a, l'année dernière, lancé un appel d'offres auprès des 5 plus grands transporteurs pour son périmètre monde, en prenant comme premier critère l'environnement. Il y avait 2 rounds de négociations. Le premier était sur des critères environnementaux, sur la performance CO2, l'engagement du prestataire sur ses émissions de CO2, etc. Et donc ça veut dire, sur les 5 prestataires, on en a retenu 3, 2 qui ont été éliminés que sur des sujets environnementaux. Et ensuite, il y avait un deuxième round sur la partie qualité et sur la partie prix. Mais donc, il y avait cette idée, réduisons la part CO2 quand on va choisir le transporteur. Voilà, un petit peu, on s'adapte en fonction des contraintes aussi de l'activité. Et Sephora, alors Sephora, c'est vrai que je le disais, donc Sephora qui évolue dans le groupe LVMH, tous ces présentoirs en carton, ces cosmétiques également, cette problématique de recyclage également, concrètement, vous faites quoi ? Alors, il y a une expérience très intéressante sur Sephora. Et encore une fois, c'est l'idée d'engager pas que les gens qui bossent dans l'environnement. Sephora, donc, ce sont des boutiques physiques qui se développent de plus en plus aussi sur l'e-commerce. Et il y a eu une réflexion autour des équipes marketing de dire comment on pourrait faire revenir en boutique ou attirer de nouveaux clients. Et c'est là qu'ils ont lancé, je pense que vous connaissez la démarche, le retour en boutique des bouteilles de parfum vides. L'idée étant que chaque bouteille de parfum vide que vous ramenez est recyclée. Et ensuite, pour le nouvel achat d'une bouteille de parfum, vous avez un discount, une réduction. Ensuite, ces bouteilles de parfum vides sont recyclées sur une plateforme qui a été créée en partenariat avec LVMH, qui s'appelle Cèdre, qui existe depuis 2010, qui démantèle chacun des parfums et cosmétiques, alors le verre avec le verre, le métal ou le carton, et qui va ensuite dans des filières de recyclage. Mais ce qui nous reste maintenant, c'est à boucler la boucle, le fameux économie circulaire. C'est qu'à partir de la matière qu'on a sur Cèdre, la réutiliser pour les emballages. Et là, pour l'instant, on a des freins industriels et des freins inspirationnels par rapport aux créateurs de packaging, pour avoir du verre transparent. Voilà, donc on est en train de travailler sur ces sujets-là, voilà, d'utiliser la matière première secondaire avec des exigences de design importantes. Autre question, puis après je donne la parole à chacun. J'y pense, on parlait de sites de e-commerce.
On dit toujours, et on l'oublie toujours, que l'Internet consomme énormément d'énergie. On y réfléchit ou pas quand on fait des sites de e-commerce sur toutes les marques du groupe LVMH? On commence à y réfléchir. Alors, un petit chiffre effectivement sur l'Internet. On sait qu'aujourd'hui, en 2030, Internet consommera autant d'énergie que toute l'humanité en 2010. Il y a un vrai sujet sur le digital, comme l'évoquait Emmanuel Le Chypre. Nous, ce qu'on a commencé à faire, c'est l'évaluation. C'est-à-dire qu'on a commencé à comptabiliser les consommations d'énergie réalisées par nos sites web et nos applications mobiles. Parce que le fait de choisir tel poids d'image a une conséquence sur l'apparition de la page et donc sur l'utilisation de la batterie de votre mobile. Et là encore, c'est intéressant, c'est-à-dire que vous mixez l'aspect environnemental avec l'expérience client. C'est-à-dire, si vous n'optimisez pas votre code informatique, si vous mettez des images trop lourdes, la page ne va pas bien apparaître et vous avez, du coup, vous pouvez perdre un client. Donc, on peut avoir comme ça, trouver des actions pour réduire les consommations énergétiques tout en favorisant l'expérience client et le business. Donc, nous, on est vraiment dans cette idée de inspirer et trouver la bonne conjecture environnement et business. Ouais, c'est un très bon conseil. On l'a vu, je vous donne la parole, prenez un micro, passez-vous le micro. On a vu donc des actions extrêmement concrètes que vous mettez en place, justement. À une époque, on disait, encore quelques années, les entreprises sont la source de toutes ces pollutions de la planète qui est abîmée. On voit que maintenant, les entreprises ont peut-être la clé dans leurs mains, vous le pensez? Tiens, Sophie Noël-Nemo, vous avez la clé de la transition énergétique, vous les entreprises? Vous n'êtes plus source de problèmes, vous êtes la solution malgré les contraintes? Alors, je pense que les entreprises sont évidemment une partie du problème, hein, puisqu'elles ont une activité économique et que toute activité économique a un impact environnemental. Mais je crois qu'on est aussi une grande partie de la solution. Moi, je voudrais juste partager avec vous un chiffre. Il y a 13 millions de salariés dans les entreprises en France. Si tous les salariés font la transition énergétique au quotidien, au bureau, alors on fera bouger les lignes. Donc, je pense que par les réflexions sur nos processus de production, on peut prévenir, on peut réduire les émissions de CO2, les gaz à effet de serre, mais nos salariés sont des agents de transition énergétique. Ils peuvent apprendre au bureau à mieux trier, à mieux consommer d'énergie, à se déplacer différemment. Ils le feront dans leur quotidien. Et ils seront peut-être, en tant qu'électeurs, des prescripteurs de transition énergétique dans leur ville ou dans leur territoire. Donc moi, ma conviction intime, c'est que nous, les entreprises, nous sommes une grande partie de la solution pour faire cette transition énergétique vite. Pourquoi vous avez fait tout ça à un moment? Pourquoi Alors évidemment, il y a eu les contraintes, mais tout à l'heure, Sophie Noël-Nemo nous disait, à la Poste, à la Banque Postale, justement, maintenant, 100% des investissements qui seront faits seront évidemment choisis en fonction donc, des critères environnementaux. Il y a une pression des investisseurs, une pression des clients, une pression des collaborateurs. Mathieu Richet, le groupe Casino. Oui, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est clair, c'est qu'on n'a pas le choix. Ce que disait Guillaume tout à l'heure, l'énergie et le CO2, c'est la même chose. Hein. C'est juste une transformation de l'un en l'autre avec des facteurs d'émission. Et on voit bien que les enjeux du changement climatique, ils sont majeurs. Il nous reste à peu près 20 ans pour arrêter d'émettre du CO2. On est tous très intoxiqués au CO2. Donc on a 20 ans pour réduire nos émissions. Mondialement, comme vous le savez, on ne réduit pas aujourd'hui encore les émissions de gaz à effet de serre. On est à peu près à 40 gigatonnes, ça n'a pas beaucoup bougé. Et donc, on sait que si on va vers un monde à 2 degrés, on aura de plus en plus de dérèglements climatiques. Et donc, d'un point de vue business, ça sera de plus en plus compliqué aussi de faire du business. Donc, je pense que la question n'est pas de savoir s'il faut le faire. On n'a pas le choix, on y va. Après, c'est effectivement comment on y arrive et quelles sont les solutions. Et donc là, il faut effectivement, dans nos métiers, réfléchir autrement, produire autrement. Et au final, il faut innover. Je pense que c'est quand même la clé aujourd'hui, c'est innover. Il faudra sans doute des innovations de rupture pour réussir à atteindre le challenge du changement climatique. Et il faut du coup que nous fassions notre métier autrement, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, pour des raisons effectivement sociétales, mais aussi pour des raisons de performance. On pense que notre groupe sera plus performant demain si dès aujourd'hui on investit sur les solutions. C'est ce qu'on a fait sur l'énergie quand on a lancé en 2007 notre filiale Green Yellow, qu'on a commencé à investir sur la performance énergétique. Tout le monde n'était pas forcément convaincu. Aujourd'hui, on voit le résultat puisqu'on consomme beaucoup moins d'énergie et donc on est beaucoup plus performant au quotidien. Guillaume Poitrinal, Woodéum. Oui, moi je crois que
les entreprises vont jouer un rôle extrêmement important là-dedans, et elles sont en fait le reflet d'une attente populaire énorme. Chez les jeunes, aujourd'hui, il n'y a plus de questions. La question ne se pose pas. Et donc, si les entreprises veulent pouvoir continuer à recruter les collaborateurs de talent, elles sont obligées de toute façon d'être vertueuses. Elles sont attendues sur ce terrain-là en plus par leurs clients, donc et demain probablement par les investisseurs qui sont de plus en plus nombreux à s'interroger à l'impact environnemental de leur investissement. Donc, c'est absolument incontournable. Mais on ne va pas y arriver, à mon avis, sans une simplification quelque part de la démarche. Et cette simplification de la démarche, ça sera, j'espère, le plus vite possible, la taxe carbone simple qui constitue en fait un mécanisme simple de taxation au moment où la particule, la molécule de carbone quitte pour l'atmosphère. On n'y arrivera pas tant qu'on ne sera pas, excusez-moi, cette expression vulgaire, au cul du camion. C'est-à-dire, tant qu'on sera à essayer de faire des choses très compliquées pour savoir d'où ça vient, etc. Non, il faut une taxe carbone aussi simple que la TVA. Vous avez décidé de prendre la voiture pour aller à Nice plutôt que le train, eh bien, il faut que ça vous coûte beaucoup plus cher. Vous avez décidé de vous chauffer au gaz plutôt qu'avec une énergie renouvelable, il faut que ça vous coûte beaucoup plus cher. Vous avez décidé d'utiliser du béton très émetteur de carbone par rapport à un matériau biosourcé, stockeur de carbone, il faut que ça vous coûte beaucoup plus cher. Je suis désolé de le dire parce que je n'appelle pas aux taxes, j'aime pas trop l'impôt et j'aime pas trop les trucs, mais je pense qu'on n'y arrivera pas sans une régulation, et j'appelle de mes voeux une régulation simple, efficace, aussi simple que la TVA, qui consiste à dire polluer doit coûter. Et c'est vraiment à ce moment, à cet instant où la molécule de CO2 quitte la Terre pour rejoindre l'atmosphère, c'est à ce moment-là qu'il faut qu'il y ait une taxation. Le jour où on aura fait ça, on réconciliera tout ce qu'on fait ici et tout ce dont on parle avec une réalité. Et là, les fameuses émissions qui ne baissent pas, malgré tous les efforts de tout le monde, parce qu'il faut quand même le dire. Depuis, on n'arrête pas de dire, on est tous là, on discute de trucs, sauf que les émissions, c'est toujours les mêmes. Ben, ce jour-là, je peux vous dire qu'on aura un véritable changement de comportement. On aura moins de camions sur les routes, on aura plus de ferroutage, on aura plus de bateaux, on aura plus de véhicules électriques pour faire le last mile dans les livraisons Internet, donc voilà, DHL, etc. Tous ces gens-là se mettront à un véhicule électrique et à ce moment-là, on va changer notre impact. Et de ce point de vue-là, je me permets de dire juste quelque chose. Oui, Guillaume Poitrinal. La simplification, plutôt la réduction du métro du Grand Paris est une folie environnementale parce que un métro qui est circulaire et qui ne boucle pas ou qui ne bouclera pas avant 2030, excusez-moi, ça n'a quasiment aucun sens de ce point de vue-là. Donc si on veut passer quelque part à autre chose que les bouchons, et vous imaginez ce que ça pollue dans cette Île-de-France, c'est vraiment dommage de ne pas avoir bouclé ce métro circulaire du Grand Paris. Alors Chloé Sibulka, LVMH, question Twitter là qu'on me donne juste après, les questions de la salle et Christophe Barbier pour la conclusion. Allez-y Chloé Sibulka. Sur la taxe carbone, nous, une des idées du fonds carbone, c'est aussi parce qu'on est convaincu qu'à un moment donné, il y aura cette taxation, d'une façon ou d'une autre. Et que c'est notre manière de préparer nos maisons, notre groupe à ça. Tout à fait d'accord. Après, les émissions de CO2 repartent à la hausse parce que le business repart à la hausse, mais on est plus nombreux et on produit plus. Donc, en termes d'efficacité, on n'en est pas au même endroit. Donc, je suis d'accord avec vous. En valeur absolue, on n'y est pas encore, mais on commence à être plus efficace. Et je pense que cette courbe de on est de plus en plus efficace en produisant soit plus, soit la même chose, elle va dans le bon sens. Donc moi, j'aimerais être plutôt positive là-dessus. C'est-à-dire, oui, ça augmente, mais on est meilleur. On va dans le bon sens. Alors, question Twitter. Je ne vais pas vous dire de qui elles émanent. Hein. Tiens, Mathieu Richel, la première, c'est pour vous. Twitter, hashtag la post live. Y a-t-il des critères environnementaux ou des incitations dans la sélection de vos fournisseurs? Alors, réponse courte à chaque fois, hein, et puis ensuite, pareil pour la salle, question courte. Alors aujourd'hui, effectivement, on a plusieurs actions. On a développé d'ailleurs de manière collaborative une plateforme d'évaluation, d'auto-évaluation de nos fournisseurs sur les critères RSE pour effectivement poser une discussion entre nos acheteurs et nos fournisseurs. Donc ça, c'est en place aujourd'hui. C'est une plateforme qui s'appelle Valorise et qui a été créée d'ailleurs avec les associations et les fédérations de fournisseurs, puisqu'il est important aussi de les associer dans la démarche. On peut aussi mener en place de nombreux projets avec nos fournisseurs collaboratifs, effectivement, pour atteindre et résoudre les enjeux auxquels nous sommes confrontés. Je pense qu'aujourd'hui, on peut
rien faire seul sur ce sujet-là. Et donc, il est important, effectivement, qu'avec nos fournisseurs, on puisse co-construire ces solutions, ce qu'on fait au quotidien. Autre question sur Twitter, je ne sais pas qui va y répondre. Aujourd'hui, est-ce que c'est facile de convaincre un codir sur les sujets d'environnement ou est-ce parfois vu comme un gadget? Alors, on l'a un petit peu répondu tout à l'heure à propos de la direction financière, LVMH, La Poste. Allez-y, Sophie Noël-Nemo, puis Chloé prendra la parole aussi, Chloé Sibulka. Je pense que c'est jamais facile, mais c'est possible. Alors, c'est vrai qu'à La Poste, c'est assez naturel, parce que ça fait 15 ans qu'on est dans une vraie démarche RSE, une vraie démarche développement durable. Donc, le fait d'aller jusqu'à la transition énergétique a été naturel. Mais c'est un combat de tous les instants parce qu'il faut convaincre des financiers de la valeur de l'investissement, parce qu'il faut convaincre les marketeurs que le produit ou le service ne va pas perdre de la valeur si on met en avant son impact positif environnemental. Donc ce n'est pas facile, c'est possible, c'est, j'ai envie de dire, nécessaire et ça peut marcher. Je trouve que nos 4 témoignages montrent que des grandes entreprises ou des entreprises naissantes trouvent des solutions pour changer la donne. Chloé Sibulka, LVMH, réponse. Oui, c'est pas évident tous les jours. Maintenant, je pense que, en tout cas pour Bernard Arnault, il y a une certaine intelligence à se dire ça a un intérêt. Nous, il n'y a pas forcément de demande de nos clients. Par contre, il y a l'idée que nos clients attendent l'excellence et que ce soit sur nos produits, environnemental également. Donc il y a eu cette intelligence-là. Après, il y a des effets d'opportunité. Clairement, 2015, la COP21 à Paris, ça a permis de placer énormément de sujets sur la table et d'avoir une écoute. Donc voilà, c'est les deux. Il faut avoir un travail de fond et puis un travail d'opportunité. Dernière question Twitter, la transition énergétique dans les entreprises, est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est à perte? C'est à l'équipe. C'est la question justement, c'est combien ça coûte de faire du verre, hein. Puis en même temps, c'est peut-être un argument commercial qui permet de faire venir les gens dans les magasins. Mathieu Richet, Casino. Aujourd'hui, on est capable d'évaluer un retour sur investissement sur de nombreux projets. Hein. Enfin, typiquement, l'énergie, quand vous mettez en place des contrats de performance énergétique, vous réduisez de 25% la consommation de vos magasins. Financièrement, vous pouvez faire à peu près l'équivalent. Donc, effectivement, c'est rentable. Après, il y a une transition qui est pour nous très, très intéressante. Il y a un point de bascule, parce qu'on a parlé de la transition digitale, la transition énergétique, mais il y a la transition alimentaire. Et c'est aussi ce qu'on est en train de voir. Et pour nous, c'est une formidable opportunité, puisque nos clients aujourd'hui demandent et sont demandeurs de produits qui sont plus respectueux de l'environnement, plus respectueux de leur santé. Et donc là, ce sont aussi pour nous des relais de croissance pour nos magasins. Et donc, effectivement, on a une capacité à évaluer l'intérêt et la rentabilité de nos actions. Guillaume Poitrinal. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que tant que le carbone pourra être émis sans aucune taxation, on aura quand même une limite. C'est-à-dire qu'on sera sur les questions d'efficacité énergétique, etc. Alors, une fois encore, au-dessus de l'efficacité énergétique, il y a le problème des émissions de CO2, donc de quelle typologie de matériaux on utilise, comment est-ce qu'on utilise, est-ce qu'on fait du sourcing court ou du sourcing long, etc. Et tout ça n'est pas dans les économies d'énergie, hein, l'économie circulaire, etc. Tout ce mouvement n'est pas dans l'économie. Donc il faudra, pour passer la deuxième marche, après les économies d'énergie, taxer le carbone. Question dans la salle. Ah oh là là. Alors à chaque fois, question très courte. On va essayer de faire des réponses courtes. Vous présentez. Alors tiens, allez, Monsieur Béraud, la conférence des transitions là qui se trouve là. Non. Bon, il y a un micro ou pas? Il y a des micros. Alors donc question au fond. Je vous promets, on vous donne la parole juste après, Monsieur Béraud. Alors au fond. Levez-vous s'il vous plaît qu'on vous voit bien. Et ça marche. Parlez dedans. Est-ce que c'est vrai que les facteurs aujourd'hui ont la possibilité d'analyser la facture EDF d'un particulier? Merci Madame Nemo. Est-ce que vous le faites? Ouais. Alors, non. Par contre, je pense que ce que vous voulez dire, c'est que les facteurs se mettent au service d'une collectivité qui décide de rénover massivement les logements. Vous savez que l'énergie dans les logements, il y a beaucoup de passoires thermiques en France. Donc la Poste s'est mobilisée pour accompagner une collectivité qui le souhaite, pour identifier les endroits où il y a beaucoup de passoires thermiques, pour envoyer un facteur, discuter avec le particulier sur l'opportunité pour lui d'engager des travaux pour isoler mieux son logement et payer moins d'électricité en bouchant les trous de la passoire. Et ensuite, un diagnostic peut être fait qui permettra d'enclencher des travaux. Donc c'est peut-être ça l'objet de votre question. Alors, monsieur, allez-y, ça. Je ne sais pas, là, pour le coup, là, voilà. Donnez-nous des micros qui marchent. Voilà, ça sera bien. Surtout qu'on est retransmis sur tous les sites du groupe, La Poste, BFM Business et l'Express. Allez-y, monsieur.
Oui, donc c'est une question pour Guillaume Poitrinal. J'ai une proposition alternative par rapport à une nouvelle taxe. Ce serait de dire qu'en toute hypothèse, sur un projet, quel qu'il soit, il faudrait, à fonctionnalité égale, toujours privilégier les matériaux renouvelables. Pourquoi ? Parce que les matériaux renouvelables sont capteurs de CO2, alors que les matériaux non renouvelables sont émetteurs de CO2. Donc si on avait cette mesure fondamentale au niveau de l'économie, à ce moment-là, on utiliserait des matériaux non renouvelables uniquement quand on a un dossier technique qui prouve qu'on ne peut pas utiliser un matériau renouvelable. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est une excellente idée. Je pense que quand on calcule l'empreinte carbone, si vous voulez, nous, c'est ce qu'on fait d'ailleurs, hein, sur un chantier, on s'aperçoit qu'en effet, un gros facteur polluant sur le début du chantier, hein, qui est la sélection, enfin toute la partie chantier, vous avez le facteur polluant de l'exploitation de l'immeuble et vous avez la fin de vie. Et la fin de vie, on doit aujourd'hui s'en préoccuper. Ça, je suis tout à fait d'accord. La fin de vie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que va devenir le matériau à la fin ? Est-ce qu'il est recyclable, oui ou non ? Vous avez des volets aujourd'hui qui sont recyclables et vous avez des volets qui ne sont pas recyclables. Là, il y a un choix à faire. Et il y a une association remarquable, d'ailleurs, qui est présidée par le directeur du développement durable du groupe Crédit Agricole, qui s'appelle Bâtiment Bas Carbone. Et dans les labels Bâtiment Bas Carbone, la question de la recyclabilité des matériaux est une des questions absolument essentielles. Également, l'utilisation de tous ces matériaux perdus sur le chantier. Vous savez qu'un chantier, c'est avant tout aussi une énorme usine à produire du déchet. Et la plupart de ces matériaux peuvent être recyclés ou pas immédiatement, et y compris sur le site. Donc, par exemple, nous, il se trouve que l'usine qui fabrique ces fameux bâtiments qui nous livre ces grands voiles de bois, elle nous fait payer les trous. C'est-à-dire qu'elle nous découpe des fenêtres et le vide, elle nous le fait payer. Parce qu'elle dit, moi, j'ai rien à faire. Alors on leur a dit, puisque vous nous le faites payer, vous allez nous livrer. Et avec les chutes, nous fabriquons des escaliers, on fabrique des meubles. Voilà, on s'est mis en jeu avec les artistes, etc. Donc, on est sur ce sujet, et je pense que le sujet de la recyclabilité est un sujet absolument essentiel, sur lequel d'ailleurs il y a des complexités administratives, parce qu'on ne sait pas à qui doit aller le crédit carbone de la recyclabilité. C'est un peu compliqué, on pourra en reparler hors antenne. Vous avez remarqué que Guillaume Poitrinal est aussi très mobilisé. Il avait été chargé d'une mission par le précédent exécutif de simplification. Gilles Béraud, vous êtes avec nous, conférence des transitions. Fondation des transitions. Fondation. Oui, d'abord bravo parce que vous montrez que c'est possible si on est créatif et que on n'est pas dans la résistance, mais plutôt dans l'aspect qualitatif. Et il y a 2 ans et demi, quand je présidais l'exposition débat au Grand Palais avec la Poste, BFM et les acteurs du retail, etc., je suis pas sûr qu'on aurait pu avoir ce même type de message, en tout cas à ce niveau-là. Ma question, elle est simple et complexe. Comment on peut aller plus loin et continuer à aller aussi vite? Est-ce que la prochaine étape pour vous, c'est la loi Pacte avec l'entreprise de mission? Est-ce que c'est ça qui va nous permettre d'accélérer? Parce qu'on a encore des contraintes. Moi, il y a 15 ans, je n'ai pas pu faire ma maison en bois. J'ai un architecte, peu importe, qui m'a empêché de le faire. Donc maintenant, on a besoin d'accélérer encore les choses. Et est-ce que c'est l'entreprise de mission qui nous le permet? Alors, qui prend la parole pour répondre à cette question? Sophie Noël, Nemo, La Poste. Alors, moi, je pense qu'avant d'aller vers l'entreprise à mission, qui a une très belle réflexion et qu'il faut poursuivre, je crois que vraiment aujourd'hui, toute entreprise doit s'engager maintenant. Je prends l'exemple du recyclage que je connais bien. 20% seulement des déchets de bureau recyclés, c'est notre responsabilité à tous, c'est votre responsabilité aussi de faire en sorte que ce taux de recyclabilité progresse. Comment? En équipant vos entreprises, vos salariés de contenants pour que le tri à la source soit fait. Sur l'énergie, il n'y a pas de raison d'attendre. L'objet social de l'entreprise n'est pas un prérequis au fait de s'interroger sur la mise en place de l'aide, sur une meilleure utilisation du chauffage, de l'électricité. Donc ça, agissez maintenant avec vos salariés sur la façon dont ils se déplacent pour venir au travail, pour rentrer chez eux, pour faire leurs rendez-vous clients, leur tri des déchets, leur façon de consommer l'énergie. On n'a aucune raison d'attendre, les solutions existent, mettez-les en œuvre. Avant-dernière ou dernière question. Alors, avant-dernière question. Court, s'il vous plaît, Antoine, monsieur. Oui, très court. Chloé Cibulka, vous avez évoqué le fait qu'un chiffre affolant sur la consommation énergétique du digital à l'horizon 2030, donc dans quasiment 10 ans. Et en même temps, vous dites que LVMH commence à s'en préoccuper. Guillaume Poitrinal a évoqué le fait que les jeunes aujourd'hui sont préoccupés par le recyclage, mais ils passent une dizaine d'heures par jour sur leur téléphone mobile. 2 questions.
est-ce qu'on n'a pas encore 10 métros de retard sur la réalité de la consommation énergétique future? Et par ailleurs, est-ce qu'on va devoir payer nos abonnements Internet personnels ou professionnels 500 €, 1 000 € par mois pour contribuer à ce futur cataclysme déjà annoncé et visible? Ah oui, vous avez proposé des taxes, Guillaume Poitrinal. Plus on consomme sur la route, voilà, si on consomme en giga, en méga, en giga, on paye encore plus. Allez, Chloé Sibulka, LVMH. Vous avez raison sur effectivement une certaine, une certaine incohérence de comportement des jeunes générations qui sont de plus en plus sensibilisées à ces sujets-là, mais qui peuvent, dans leurs achats ou dans l'utilisation d'Internet, pas être cohérents avec cette problématique environnementale. Et je me souviens, moi j'étais intervenue dans le cadre d'un hackathon avec des étudiants où j'avais effectivement fait une intervention sur Internet, le fait de coder différemment, etc. Et je faisais le tour des groupes et une des étudiantes me dit « Oh, mais je ne m'étais pas rendu compte qu'Internet consommait de l'énergie ». Et là, je me suis dit « Oh là là !» Oui, alors oui, donc une des réponses, c'est aussi, on parle beaucoup de sensibilisation et d'éducation, mais de passer par l'éducation des étudiants. Moi, je travaille aussi avec des écoles d'architectes où, dans certaines écoles d'architectes, il n'y a pas de cours sur l'environnement, ce qui me paraît aberrant. Donc voilà, donc il y a un vrai besoin là-dessus, sur l'éducation des jeunes. Alors, monsieur, s'il vous plaît, On madame, et après, c'est fini, parce qu'il y a Christophe Barbier qui attend. On pourra peut-être un jour oui, revenir sur Internet. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, personne ne sait. C'est quand même le grand blackout. Hein. Combien coûtent ces gigas qui sont stockés en Californie? Personne ne sait en carbone. Alors, vas-y, il faut les dire sur BFM. Alors, récemment, il y a une étude qui a été réalisée. En 2020, 3,5% de la totalité des émissions a été réalisée, notamment vont être réalisées par ce qu'on appelle les devices IoT, donc vous connaissez tous ça. En 2025, 20% de toute l'électricité sera consommée par tout ce qui est industrie de la télécommunication, enfin les ICT, et avec deux autres chiffres qui sont que 5,5% seront les émissions de carbone concernant donc 5,5%, et 3,2% viendront des data centers en 2025. Donc les data centers sont extrêmement énergivores, et aujourd'hui vous en avez tous probablement, enfin autour de la table là. Qu'est-ce que vous faites pour ça, ou pour au moins réduire l'électricité consommée par les data centers? Emmanuel. Alors, oui, Grégoire Postelvinet pour la Direction générale des entreprises. D'abord, quelques vœux. Non, une question, monsieur, une question. Votre question tout de suite. Les entreprises françaises, c'est plus que la France. La France émet 0,9% des émissions de gaz à effet de serre. Il faut mieux parler de gaz à effet de serre que de CO2 parce que ça traite de la totalité du problème, pas de 75%. Et les entreprises peuvent avoir un impact sur à peu près 3% dans la production mondiale, voire davantage par l'impact qu'elles ont sur l'extérieur. Donc ça, c'est un point qui me semble important à traiter. Donc votre question, monsieur. La question, c'est qu'est-ce que vous faites effectivement à l'international pour ça? Et d'autre part, la biomasse est un sujet qui est souvent sous-estimé puisqu'il représente la moitié des ENR potentiels. Et effectivement, M. Poitrinal l'a souligné à juste raison. Alors, à l'international, nous, on a 4000, enfin, LVMH a 4000 boutiques dans le monde, donc avec 3 grandes zones qui sont les États-Unis, l'Europe et la Chine, enfin l'Asie. Et c'est vrai que dans ces zones-là, avec une production énergétique très polluante, très émettrice de CO2 équivalent, je résume en me disant CO2, mais CO2 équivalent. Là, on va beaucoup travailler, alors ce que j'expliquais au départ, sur le design des boutiques, parce que nous, 75% de nos émissions de gaz à effet de serre pour la consommation d'énergie sont liées aux boutiques. Donc c'est vraiment notre challenge. Donc on va travailler sur l'éco-conception des boutiques, sur l'alimentation d'électricité verte, etc. Mais je crois qu'on a... Enfin, voilà, c'est principalement. Eh ben, c'est bien, très bien. Allez, oui, avant-dernière question, monsieur. Hervé Lassalas, président de Pluriclub. J'ai une question un peu provocante pour Guillaume et pour notre ami de la Poste. J'ai 69 ans de parisianisme aigu et 2 ans de ruralité profonde. Et tous les matins, la Poste passe avec une jolie camionnette jaune diesel. Et moi, on a 2 voitures parce que pour aller à Rambouillet, on est à 9 km et il n'y a pas de train pour y aller. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, effectivement, j'ai bien précisé qu'on a aujourd'hui un quart de la flotte, flotte qui fait des livraisons en véhicules électriques et aussi un peu en GNV. Je n'ai pas dit que c'était la cible. Hein. Notre idée, c'est qu'effectivement, progressivement, on ait une livraison avec un impact environnemental réduit.
Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est déjà à un quart et on est la première flotte électrique au monde, ce qui montre notre engagement, notre détermination. Ça fait des années et on a bien l'intention d'aller encore plus loin, y compris avec des actions qu'évoquait Mathieu sur tout ce qui est logistique urbaine. C'est comment est-ce qu'on réduit le nombre de camions qui vont livrer le magasin ou le particulier dans les centres-villes. Bon, tout ça, ça prend du temps, bien sûr. Ça prend du temps, ça demande de la détermination, de la constance, et on en a. Et prochaine étape, Rambouillet, bien sûr, pour ne pas oublier monsieur. Allez, madame, dernière question. Et voici Christophe Barbier qui se prépare. Merci. Sylvie Perrin, cabinet de Gaulle Florence. Ma question est plus dans le cadre de ma casquette de présidente d'une association récente, la plateforme verte, qui travaille justement notamment sur l'efficacité énergétique et les nouveaux modèles. Vous aviez mentionné les taxes, ce qui va faire certainement hurler des entreprises privées qui ont du temps pour leur transition de l'un à l'autre. Pourquoi ne pas commencer par les collectivités territoriales? En ce moment, on essaye de viser tous les présidents qui ont mis en place des SEM pour justement pouvoir être un peu un acteur sur la question des bâtiments publics qui ont besoin de cette rénovation, avec un outil national pour travailler sur les critères carbone qui sera imposé dans le cadre de l'appel d'offres avec une notation particulière. Qu'en pensez-vous tous? Alors, ils vont répondre. Guillaume va répondre tout de suite. C'est très important. Et justement, cette association BCA travaille aussi, et il faut qu'il travaille avec vous, sur l'exigence base carbone en matière de rénovation de bâtiments. Il y a un énorme sujet. Il faut savoir que quand même les collectivités locales aujourd'hui n'arrivent plus à entretenir leurs bâtiments. Enfin, l'état des lycées en Ile-de-France, c'est quelque chose, il faut le voir pour le croire. C'est ahurissant, ahurissant. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. Il y a beaucoup de choses à faire. Ce qu'on devrait faire avec les collectivités locales, c'est commencer par en réduire le nombre. Parce que le vrai scandale, au-delà de tout ça, et pourquoi est-ce que ces collectivités locales n'ont plus d'argent, c'est parce qu'elles sont beaucoup trop nombreuses. Il y a autant d'élus en France que dans toute l'Europe réunie, et on a continué à rajouter sur le millefeuille administratif qu'on avait. C'est pour ça que les éditorialistes devraient peut-être le dénoncer un tout petit peu plus souvent. Mais ils ne cessent de le faire, Christophe Barbier. En Ile-de-France, on a rajouté 2 niveaux de collectivité locale en 5 ans. Il faut quand même le savoir, il n'y en avait pas suffisamment avec les établissements publics territoriaux et la métropole du Grand Paris. Donc on marche sur la tête. Tout ça, ça crée des jobs, ça crée des SEM, ça crée des assemblées, ça crée des véhicules de fonction et tout ça. Il y a un moment donné où il faut arrêter. Il faut arrêter. Non, parler des véhicules tout à l'heure. C'est pas vous qui n'avez pas de véhicules de fonction. La Poste aide les collectivités locales justement à les accompagner dans leur transition. Allez, madame, promis, 10 secondes, mais promis une question de 10 secondes. Hein. Oui, bonjour. Donc, je voudrais représenter un peu les industriels parce que là, on n'a pas beaucoup d'industriels, je trouve. Donc, je travaille chez Forestia, je suis directeur HSE chez Forestia, équipementier automobile. On a 300 usines dans le monde. Aujourd'hui, quand on lance justement une transition énergétique en France, effectivement, on commence à avoir du poids. C'est quand même très difficile dans les autres pays parce qu'on on a une couverture vraiment mondiale. J'aimerais avoir un retour d'expérience sur ce sujet-là. Au niveau industriel, là on parle des usines, ce qui a quand même un impact très important puisque fermer une usine en France et en ouvrir une dans un pays à côté, c'est possible aussi. Et je pense que tous les industriels comprendront ce problème-là. Alors l'industriel du luxe, c'est quand même, Ouais. Nous, on a 200 sites industriels. Et pour reprendre l'exemple du fonds carbone, ça, justement, même si les sites industriels représentent moins d'émissions de gaz à effet de serre, en tout cas sur les consommations d'énergie que le retail, on a des actions. Et le fonds carbone a aidé à faire émerger toutes ces actions, justement, qui n'arrivaient pas à émerger dans les budgets des sites. Et donc, on a des choses assez intéressantes, par exemple de la récupération d'énergie, de la variation d'utilisation d'outils de process. Et du coup, encore une fois, comme la direction financière, comme le directeur d'usine va être sensibilisé sur le fonds carbone parce qu'il a une obligation de participer à ce projet-là. Et donc, voilà, je pense que d'un point de vue industriel, il faut embarquer aussi tout le monde. Et le fonds carbone, pour nous, est un outil, en tout cas. Voilà, je veux remercier chaleureusement donc tous ceux qui sont venus vous parler. Donc Mathieu Richet, en charge de la RSE, de la transition énergétique dans le groupe Casino. Chloé Cibulka, son homologue pour le groupe LVMH. Sophie Noël-Nemo, La Poste. Et puis Guillaume Poitrinal avec Woodéum. Contrainte ou opportunité, c'est plutôt une opportunité, on est tous d'accord, vous nous l'avez expliqué. Il nous reste 10 minutes, il y a un peu plus de 10 heures, hein, voilà, vous êtes tous passionnés, beaucoup de questions à poser sur Twitter, dans la salle. Voici Christophe Barbier de l'Express pour la conclusion. Je vous donne un micro. Merci beaucoup Fabrice, merci. Que d'informations, que de passion autour de ce sujet. Je voudrais quand même commencer par remercier la CGT, qui nous permet 2 fois par semaine de faire notre propre transition énergétique, de l'énergie du train vers la marche à pied.
Et pour certains d'entre nous, de découvrir le covoiturage, ce qui est une éducation comme une autre à l'écologie et au respect de l'environnement. Plus sérieusement, pendant 1h30, vous avez parlé de la guerre, sans vous en rendre compte. Parce que quand on regarde l'histoire, la plupart des conflits, la plupart des guerres de l'histoire de l'humanité sont liées à des problèmes d'énergie et de maîtrise de l'énergie. Ça commence dès le début de l'humanité, ça commence avec la guerre du feu. Pour ceux qui ont lu ou relu J.H. Rosny Aîné, la guerre du feu, c'est ça. C'est non seulement maîtriser l'énergie, donc attaquer la tribu qui a un feu pour lui piquer quelques tisons, mais c'est surtout apprendre à faire une transition énergétique. C'est-à-dire passer du feu naturel, la foudre qui tombe, et puis après on essaye de ne pas faire en sorte que le feu s'éteigne, sinon on est mal, à la maîtrise du feu artificiel, c'est-à-dire au silex. Et le roman nous raconte comment le héros revient chez lui à la fois bredouille, il n'a pas de feu, et victorieux, puisqu'il rapporte la nouvelle technologie, comment en frottant 2 silex ou en faisant tourner un bout de bois très fort sur un autre bout de bois avec des différences de dureté, on arrive à créer le feu. Et c'est la première des guerres qui nous est racontée. Faisons un grand saut dans le temps, venons jusqu'à aujourd'hui, 150 ans de pétrole, 150 ans de guerre. Et ça continue. Et ce qui se passe en Syrie, au Yémen, peut-être demain entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, ce sont les derniers feux, si j'ose dire, de la conquête du pétrole, de la maîtrise du pétrole et de tout ce qui s'ensuit. Je vous renvoie pour ça à un ouvrage de Jean-Pierre Chevènement qui s'appelait Le vert et le noir, le vert étant à la fois l'islam et le dollar, et le noir étant le pétrole. On a quand même là un parallélisme entre l'existence de cette énergie totalement liée à la révolution industrielle, après le charbon, et l'existence de tous les conflits. D'ailleurs, un matin de 1960, De Gaulle a levé les bras au ciel devant sa télé en faisant « Hurrah, hurrah ! La France est plus fière, la France est plus forte ». C'est le jour où on a réussi à faire sauter une bombe atomique dans le désert du Sahara, parce qu'il avait compris que non seulement le nucléaire militaire permettrait à la France d'avoir un rang géopolitique supérieur à sa puissance réelle, mais surtout, il avait déjà prévu que le nucléaire devenant civil permettrait à la France d'avoir une forme d'indépendance énergétique, à défaut d'autarcie, et que ça, c'était la clé de l'existence économique dans le XXe siècle. D'ailleurs, dans la transition énergétique actuelle, la notion d'indépendance est très importante. Indépendance des entreprises, qui doivent être à l'abri d'une éventuelle flambée du cours de telle ou telle énergie, ou bien d'incidents de rupture de livraison de cette énergie, et puis bien sûr, indépendance des pays qui doivent se mettre à l'abri d'un homme qui ferme le robinet du gaz à Moscou, ou peut-être à Alger, si un jour il y a des troubles là-bas, et qui nous empêche d'avoir de l'énergie pour nos entreprises. Donc la transition énergétique, c'est encore un enjeu géopolitique, c'est-à-dire une manière de faire la guerre, ou plutôt de se prémunir contre les guerres si vis pacem para bellum. En étant dans l'économie d'énergie et dans la maîtrise de mon énergie par la transition énergétique, je me mets à l'abri d'avoir à faire la guerre parce qu'on ne voudra plus me livrer d'énergie. Ce que nous essayons tous de faire, la transition énergétique actuelle, c'est finalement très réactionnaire, au sens étymologique du terme, et pas du tout péjoratif. Parce que c'est revenir en arrière, c'est faire demi-tour par rapport à une transition que nous avons faite à la fin du XVIIIe ou au début du XIXe, quand nous sommes passés de l'énergie à eau, les moulins à eau, du vent, les moulins à vent, au charbon, à la machine à vapeur, puis après au pétrole. Il y avait même à l'époque une énergie solaire, puisqu'on était essentiellement dans une économie agraire, et c'est bien le soleil qui faisait pousser le blé, le seigle, le froment, qui nous permettait de nous nourrir. Et on est passé à une énergie carbonée, le charbon puis le pétrole. On ne l'a pas fait par vice, parce qu'on avait d'un seul coup, nous les humains, envie de saccager la planète. On l'a fait parce que tout simplement, cette énergie carbonée nous permettait d'avoir infiniment plus de puissance que les énergies naturelles. Et donc, au match des puissances, il n'y avait pas photo, et donc on est tous passés au charbon d'abord, au pétrole ensuite, en passant par l'électricité, qui finalement n'est qu'une transformation de ces énergies carbonées en un truc plus facile à transporter jusque dans nos ampoules. Maintenant, il s'agit de faire le demi-tour. Pourquoi ? Parce que pendant ces 150 ou 200 ans, conscient tout doucement que ça abîmait la planète et que ça nuisait à la santé de l'homme, on a cherché à régler les deux problèmes qu'avaient les sources d'énergie propres. Le problème de puissance, c'était pas assez puissant, les moulins à vent. On voit bien qu'aujourd'hui, les éoliennes sont beaucoup plus puissantes, et puis on a des éoliennes sous-marines, et puis le solaire, on arrive à le domestiquer, on n'y arrivait pas avant. Donc on a fait des progrès de ce côté-là, on a rendu compétitive l'énergie propre, et puis surtout, on a fait un énorme effort de sobriété sur la dépense d'énergie, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on change une ampoule, on la rend accessible à une énergie moins puissante, mais qui est assez puissante pour nos dépenses énergétiques qui sont moindres. Et si on veut en effet relever le défi de la consommation du numérique, il faudra aussi travailler sur le moins de consommation pour pouvoir continuer à fournir en énergie propre. Cette transition, ce n'est pas qu'une transition énergétique.
c'est une transition politique et c'est une transition globale. C'est une transition politique parce que dans toutes les révolutions énergétiques, au passage, souvent, les pauvres dégustent. C'est évident quand on est passé à l'énergie carbonée, ça s'appelait la révolution industrielle, ça a provoqué des drames et des révolutions agraires. Ça a provoqué des mouvements de population, des exodes ruraux tragiques. Ensuite, quand on s'est bien installé dans l'économie industrielle carbonée, ça a provoqué d'autres drames et d'autres révolutions et d'autres malheurs prolétariens. Et toujours, il faut le savoir, dans la transition, il y a un moment difficile pour les plus pauvres. Et quand on dit on va faire payer plus cher les voitures pour aller à Nice, vous n'avez qu'à prendre le train, c'est vrai. Et il faut procéder ainsi, s'il n'y a pas de coercitif, il n'y a pas de changement de comportement. Mais si les gens prennent leur voiture parce qu'ils sont 4 ou 5 dedans, c'est parce que 4 ou 5 billets de TGV Paris-Nice, c'est très cher, même en Proms, même en Ouigo. Donc tant que la voiture est moins chère, ils y vont. Alors évidemment, si on leur dit vous allez être taxés parce que vous polluez, ils vont se tourner vers le train et ils vont être perdants parce que le train n'aura pas baissé ses prix. Donc il faut penser à cela, il faut en même temps rendre plus accessibles les énergies propres, les comportements vertueux, si on ne veut pas créer des situations dramatiques pour les plus pauvres, qui vont d'abord les dresser contre cette transition énergétique en se disant voilà, c'est un nouveau moyen pour les riches, les élites, d'opprimer les petits que de nous obliger à être propres dans notre consommation d'énergie. Puis surtout, ils vont renoncer au voyage, ils ne vont plus aller à Nice, et donc leur vie va se dégrader. Donc dans cette transition, il y a un problème politique. Il y a un problème aussi global. On a une transition globale dès qu'on a une transition énergétique. Ça implique tout. Dans les entreprises, on le voit bien. Ça n'implique pas que le mode d'énergie qui permet de continuer à produire. Ça implique toute la réorganisation de l'entreprise. Ça implique les choix organisationnels. Souvent, ça amène à la direction de ces entreprises de nouveaux leaders, de nouveaux dirigeants ou de nouvelles dirigeantes, sensibles, plus sensibles et maîtrisant le langage et les technologies. Donc ça impacte toutes les activités d'une entreprise. Mieux, ça porte avec soi une notion de valeur. Si on veut faire la transition énergétique, c'est d'abord parce qu'on a un raisonnement de business, ça rapporte plus, ça dépense moins, c'est mieux pour notre business, mais c'est aussi parce qu'on a intégré des raisonnements éthiques aux réflexions d'entreprise. On ne peut plus se permettre aujourd'hui de faire du profit si ça saccage la planète. La planète est devenue, au sens premier du terme, une préoccupation, c'est-à-dire avant mon occupation. Avant de m'occuper, avant de travailler, avant de produire, je me préoccupe de la planète. Attention, qu'est-ce qu'on va faire? Et le principe de précaution a été l'extension de cette attitude. Alors c'est très bien, alors on s'est dit c'est très important de penser à cette transition énergétique pour sauver la planète. Mais la planète, c'est quoi? La planète, c'est tout. La nature, c'est Dieu. Dieu, donc la nature, disait Spinoza. Deus sive natura. La nature, nous, on pense un peu moins à Dieu. Comme disait un humoriste, depuis qu'on a découvert le pétrole, la foi du charbonnier a reculé. On pense un peu moins à Dieu, mais on pense à l'homme. Et c'est très bien. Donc, dès qu'on est dans un raisonnement environnemental, on est dans un raisonnement social. Pas question de faire travailler des enfants en Inde, même si ils produisent sans consommer de charbon et sans polluer. Ça nous est évidemment insupportable. Le RSE, le S et le E vont ensemble. Personne ne pourrait dire moi je fais du RE, mais pas du S, ça m'ennuie, c'est pesant, c'est coûteux. D'ailleurs, à côté de cet hôtel, il y a le Conseil économique et social qui s'est rebaptisé Conseil économique et social et environnemental depuis quelque temps. Donc S et E vont ensemble. Quand on pense à la nature, on pense à l'homme. Mais quand on pense à l'homme, on pense non seulement à protéger sa santé, à respecter l'éthique, à protéger les générations futures, très bien, mais on pense aussi à reconstruire, à construire de nouveaux devoirs pour l'homme. Et là, ça englobe le reste de la nature. Il ne s'agit pas seulement que l'homme, par sa consommation, ne pollue pas, n'abîme pas la planète, mais il faut qu'il en respecte les autres êtres vivants. On veut construire des immeubles en bois, mais on ne va pas saccager les forêts pour ça. Donc il faut d'abord vérifier que la filière bois peut produire des espèces et en replantant à chaque fois ce qu'il faut. Très bien. Et très vite, on amène l'homme à se dire, mais finalement, les abattoirs, c'est vraiment pas bien. Donc il faut qu'on arrête de manger de la viande. Et hop, le mouvement vegan est là. Et dans tous les domaines, on voit que parce qu'on veut, par la transition énergétique, respecter la planète, tous les autres aspects de notre vie sont impactés. On ne peut plus manger la même chose. Parce qu'on ne veut pas détruire la planète à terme. Donc tous les phénomènes actuels sont liés à cette nouvelle conscience. Donc finalement, c'est peut-être parce qu'un jour on se sera dit « Ah, il y a un trou dans la couche d'ozone » qu'après-demain, on mangera des insectes. Je ne sais pas s'il faut le souhaiter, mais bon, on trouvera peut-être mieux d'ici là. J'arrive au bout de mes 10 minutes. Je voudrais terminer en vous racontant 2 histoires de poêles. De poêles à charbon, hein, pas de poêles sous les aisselles ou autre. Hein, non, ne vous faites pas d'illusions. Le premier poêle, c'est le poêle d'Aftalion. Je parle sous le contrôle d'Emmanuel et des autres économistes. Aftalion, qui est un économiste français de la première moitié du XXe siècle, avait inventé cette métaphore du poêle pour expliquer que nos comportements économiques étaient parfois déraisonnables. Quand on a froid,
on bourre le poêle, on met du papier, du bois, du charbon pour que la température monte vite. Évidemment, qu'est-ce qui se passe? Au bout de 2 heures, il fait trop chaud. Donc qu'est-ce qu'on fait? On arrête de mettre du papier, le poêle s'éteint et au bout de 2 heures, il fait trop froid. Et puis on recommence. Et ce cycle de surchauffe et de sous-chauffe des économies expliquait pour lui beaucoup de nos crises. Cette métaphore, elle est encore valable, même si on voit bien que le cycle n'est plus le même qu'avant, même si on voit bien que la notion de cycle est peut-être battue en brèche, on voit bien que dans nos comportements économiques, on veut pousser le plus vite et le plus loin possible quelque chose qui marche, en sachant très bien qu'à un moment donné, ça va nous coûter plus cher que ça va nous rapporter. Tant pis, on se dit, on fera l'excès inverse, on fera un mouvement de balancier. Le deuxième poil, il est plus ancien, mais je pense qu'il est fondamental par rapport à notre réflexion. C'est le poil de Descartes. Descartes se réfugiait dans son poêle pour écrire et pour philosopher. Alors le poêle, à l'époque, c'est ainsi qu'on appelait non pas seulement l'instrument pour se chauffer, mais la pièce qui était chauffée, parce qu'on ne chauffait évidemment pas toutes les maisons. Donc dans toutes les maisons, il y avait un poêle qui était un bureau, une chambre où il y avait un instrument pour se chauffer. Et toutes les méditations métaphysiques, tout le discours de la méthode est construit par Descartes dans son poêle. D'abord parce qu'il y est bien, il est au chaud, il est tranquille, mais surtout parce qu'il ne reçoit personne. Tout est calfeutré. Les portes et les fenêtres sont fermées pour que la chaleur ne s'échappe pas, et donc on ne le dérange pas. Et c'est grâce à cette maîtrise de l'énergie qu'il arrive à réfléchir tranquillement et à produire sa pensée. Mieux, la présence de cette chaleur, la présence de ce poêle à charbon, lui donne l'idée de mettre dessus un morceau de cire. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que la cire, évidemment, fond dans sa coupelle. Et c'est à partir de là qu'il construit sa réflexion. Je vois que c'est le même morceau de cire, et pourtant, il y a 2 minutes, c'était un petit bloc rouge, dur et froid, et maintenant, c'est un liquide marronasse et chaud. Et pourtant, mon esprit humain me fait croire, me dit que c'est le même morceau de cire, parce que je suis capable de penser, de théoriser cette mutation de l'objet. Et c'est à partir de cela qu'il bâtit toute sa théorie, tout son discours de la méthode, qui donne le fameux « je pense, donc je suis ». Donc finalement, c'est à partir d'une histoire de transition énergétique et de poêle que tout le cartésianisme français a été construit. Merveilleux, n'est-ce pas? Merci de votre attention. Merci beaucoup. Formidable, Christophe Barbier. Bravo. Merci beaucoup, Christophe. Merci. Merci à tous. Merci d'être venus aussi nombreux donc au Shangri-La pour cette 2e conférence organisée par la Poste Solutions Business. Il y aura un 3e épisode le 14 juin. Merci à toutes, merci à tous. Si vous avez loupé le début, vous pourrez retrouver évidemment cette conférence sur les sites de la Poste, de l'Express Entreprise, de BFM Business. On se retrouve ce soir à 19h sur BFM Business, à la télé et à la radio pour les décodeurs de l'écho. Très très bonne journée à toutes et à tous. À bientôt.